Il existe sous les couches de pierre et de poussière une histoire que l'on ne nous a jamais racontée, une histoire tissée de silence, de pages arrachées, de vérités ensevelies sous le poids des siècles. Des royaumes ont été effacés, des mémoires brûlées, des découvertes dissimulées, comme si certaines connaissances étaient en trop dangereuses pour traverser le temps. Ce que nous appelons histoire pourrait bien n'être qu'une version choisie, soigneusement modelée par ceux qui avaient intérêt à la raconter ainsi. Derrière chaque monument, derrière chaque mythe, il y a une autre voix, plus ancienne, plus dérangeante, que l'on a tenté d'étouffer. Et si tout ce que nous pensions savoir n'était qu'un récit parmi d'autres, si notre passé véritable dormait encore, sous nos pieds, attendant d'être réveillé, il existe, enfoui dans les profondeurs de la mémoire humaine, une forme de silence plus puissante que toutes les voix, celui qui naît lorsque l'on efface délibérément les traces du passé. Ce silence-là n'est pas le fruit du hasard ou de l'oubli naturel. Il est construit, pensé, orchestré. Il est la conséquence d'un choix, celui de dissimuler. Depuis les premières civilisations, les sociétés humaines ont compris que contrôler la mémoire, c'était contrôler l'avenir. Détruire les preuves d'un autre récit, c'était s'assurer que l'histoire officielle demeurerait incontestée. Et ainsi, dans les ruines et les archives, nous ne voyons souvent que ce que l'on a voulu nous laisser voir. Chaque pierre manquante, chaque manuscrit disparu, chaque nom effacé est une cicatrice. Une cicatrice discrète, parfois invisible, mais toujours révélatrice d'une lutte silencieuse entre ce qui fut et ce que l'on veut croire. Ces marques de censure dispersées à travers les continents sont la preuve que l'histoire n'est pas seulement un enchaînement d'événements, c'est une construction, une architecture de mémoire soigneusement modelée. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, l'art de l'effacement avait atteint un degré presque rituel. Lorsque le pharaon Akhenaton tenta de bouleverser l'ordre religieux en imposant le culte d'un dieu unique, il défia non seulement les traditions spirituelles, mais aussi l'équilibre politique du pays. Après sa mort, son nom fut systématiquement martelé sur les monuments, ses statues détruites, ses temples rasés. L'on chercha à effacer jusqu'à la trace de son existence. Aux yeux des générations suivantes, il n'aurait jamais dû exister. Pourtant, sous les couches de sable, les archéologues finirent sa rendre par retrouver les fragments de ce règne oublié, révélant une vérité soigneusement dissimulée pendant plus d'un millénaire. Cette pratique n'était pas unique à l'Égypte. Dans la Rome antique, le damnatio memoria, la condamnation de la mémoire, était un outil politique redoutable. Lorsqu'un empereur tombait en disgrâce, on supprimait son nom des inscriptions, on détruisait ses portraits, on effaçait jusqu'aux monnaies portant son effigie. Ce n'était pas seulement une punition posthume, c'était une tentative d'anéantir toute trace de son passage, comme si l'on pouvait effacer une existence en effaçant les mots qui la racontent. Mais toutes les cicatrices ne sont pas aussi visibles. Certaines sont dissimulées dans les récits tronqués, dans les chroniques altérées, dans les silences des historiens. L'exemple des peuples précolombiens en est une illustration poignante. Lorsque les conquistadors espagnols débarquèrent en Amérique, ils ne se contentèrent d'un pas de conquérir les terres, ils entreprirent aussi d'effacer les savoirs. Des bibliothèques entières de codex mayas furent débrûlées, des temples détruits, des récits réécrits sous la plume des missionnaires. Ce qui reste aujourd'hui de ces civilisations ne représente qu'un éclat de ce qu'elles furent vraiment. Derrière les pyramides de pierre, derrière les calendriers sophistiqués, il existe un savoir que nous ne connaîtrons jamais, perdu dans les flammes de l'intolérance. Il en va de même pour d'anciennes cités dont l'existence même fut niée pendant des siècles. Troie, longtemps considérée comme un mythe d'Homère, ne devint réalité historique qu'au XIXe siècle, lorsque Heinrich Schliemann mit au jour les vestiges de ses murs. Cette révélation ne fut pas seulement archéologique, elle remit en question l'idée que l'histoire connue était exhaustive. Si Troie, que l'on croyait née d'un poème, avait réellement existé, combien d'autres villes, de royaumes, de peuples dorment encore sous la terre, effacées non par le temps, mais par la volonté des hommes. Certaines cicatrices sont encore plus insidieuses. Elles résident non dans ce qui a été détruit, mais dans ce qui n'a jamais été consigné. Dans l'Afrique ancienne, d'innombrables royaumes ont prospéré, commerçant, bâtissant, inventant. Pourtant, leurs histoires furent largement ignorées par les chroniqueurs européens qui choisirent un jeu de les effacer de la grande narration mondiale. Ce silence délibéré façonna l'idée que l'Afrique n'avait pas d'histoire avant la colonisation, un mensonge si profondément ancré qu'il persiste encore aujourd'hui dans certaines représentations. Les cicatrices effacées du passé ne sont pas toujours physiques.
Elles peuvent être linguistiques, comme lorsque des langues entières disparaissent, emportant avec elles les mythes, les savoirs, les visions du monde d'un peuple. Chaque idiome perdu est une bibliothèque qui s'éteint, chaque mot oublié un témoignage qui ne sera plus jamais entendu. Dans certains cas, ces disparitions ne sont pas le fruit d'un effacement volontaire, mais souvent elles le deviennent lorsqu'une langue est bannie, interdite, remplacée par celle du conquérant. Ce contrôle du récit ne concerne pas seulement l'Antiquité. Même les temps modernes en portent les marques. Au XXe siècle, certains régimes politiques ont réécrit les manuels scolaires pour y faire disparaître des épisodes gênants, effacer des noms d'opposants ou glorifier un passé fictif. Ces révisions officielles ne sont qu'une version moderne des mêmes en pratique, effacées pour mieux dominer, oubliées pour mieux façonner l'avenir. Ce que ces exemples révèlent, c'est que l'histoire est rarement un miroir fidèle du passé. C'est un champ de bataille, un lieu de tension où chaque génération tente d'imposer sa version des faits. Et dans ce combat silencieux, les cicatrices laissées par l'effacement sont les rares indices qui nous permettent d'entrevoir ce qui fut vraiment. Elles sont les fissures dans la façade de la mémoire collective, des fissures par lesquelles s'échappent parfois des fragments de vérité. Lorsque l'on contemple une statue au visage martelé, une inscription illisible, un manuscrit manquant, nous sommes face à plus qu'un vestige. Nous sommes face à un choix, celui d'un pouvoir qui a décidé que ce souvenir devait disparaître. Et paradoxalement, c'est souvent dans ces absences que réside la plus grande richesse, car elle nous invite à chercher, à questionner, à douter de ce que l'on nous raconte. Le passé n'est pas un livre fermé. Il est un palimpseste, réécrit sans cesse, gratté, recouvert, mais jamais complètement effacé. Sous les couches successives d'oubli imposé, des traces subsistent, prêtes à être redécouvertes par ceux qui savent regarder autrement. Ces cicatrices sont des portes vers un autre récit, celui que l'on n'a pas voulu que nous connaissions. Et si nous acceptons de suivre ces traces, elles pourraient un bien nous mener vers des vérités plus vastes encore, car derrière chaque effacement se cache une histoire interdite, et derrière chaque silence un secret enfoui. La question n'est donc pas seulement de savoir ce qui a été perdu, mais pourquoi cela l'a été. Et c'est dans cette quête, dans ce voyage à travers les ombres de la mémoire humaine, que commence notre exploration des empires fantômes, ces royaumes disparus dont on a tenté d'éradiquer jusqu'au souvenir. C'est là que notre regard doit se tourner vers ce qui fut effacé et qui pourtant n'a jamais cessé d'exister. Il existe des royaumes dont les noms se sont effacés avant même d'être gravés dans les chroniques, des cités qui se sont dissoutes dans le sable sans laisser de traces visibles, des empires entiers qui ont régné sur des continents avant de disparaître comme s'ils n'avaient jamais existé. Ces entités oubliées ne sont pas seulement des absences dans nos livres d'histoire, elles sont les témoins silencieux d'une vérité dérangeante. Tout ce que nous croyons savoir du passé repose sur ce qui a été conservé, non sur ce qui a été. Et ce qui a été, souvent, dépasse de loin ce que nous pouvons imaginer. Dans l'immensité du désert saharien, sous des étendues que l'on croit stériles et immuables, les vestiges d'anciennes civilisations reposent encore, invisibles au regard moderne. Des routes commerciales, des fortifications, des palais engloutis sous les dunes témoignent d'un âge où cette mer de sable était un carrefour de culture, de savoir et d'échanges. Certains chercheurs parlent de royaumes oubliés, d'empires sahariens antérieurs à ceux de l'Égypte et de la Mésopotamie. Pourtant, leurs noms sont perdus, leurs chroniques détruites, leurs souvenirs dissous dans l'oubli. Ce silence n'est pas seulement dû à l'érosion du temps, il résulte aussi d'un effacement délibéré, d'une volonté de nier l'existence de ce qui ne s'intégrait pas dans le récit dominant. Le même phénomène se répète ailleurs, sous d'autres cieux. Dans les vallées d'Asie centrale, des archéologues ont mis au jour les traces d'une civilisation sophistiquée, dotée d'un système d'écriture, d'une architecture élaborée et d'un réseau de commerce étendu. Pourtant, aucun texte ancien ne mentionne son nom. C'est comme si elle avait été effacée de la mémoire collective, comme si son existence gênait les récits déjà établis sur l'évolution des sociétés humaines. Les empires connus, ceux de Sumer, d'Akkad, de l'Indus ou de la Chine ancienne, se sont imposés comme les seuls points d'origine de la civilisation. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas eu la chance d'être racontés ? Certains de ces empires fantômes ne sont pas seulement oubliés, ils ont été activement effacés. L'un des exemples les plus intrigants est celui des Hittites. Longtemps considérés comme une invention des textes bibliques, ils ont été effacés de la mémoire historique pendant plus de 2 millénaires.
Ce n'est qu'au début du XXe siècle que les fouilles en Anatolie révélèrent l'existence d'un vaste empire, puissant et organisé, rival de l'Égypte et de Babylone. Leurs langues, leurs droits, leurs villes furent redécouverts comme sortis d'un rêve. Et pourtant, pendant des siècles, ils n'avaient été que des ombres, des rumeurs, des fantômes dans les marges de l'histoire. D'autres empires ont été effacés d'une manière plus subtile encore, en absorbant leur héritage dans celui de leurs conquérants. Lorsque les Romains annexèrent la Grèce, ils s'approprièrent dans sa culture, sa philosophie, manifestement son art, au point que la mémoire grecque se fondit dans la leur. Lorsque l'empire mongol domina l'Asie, il effaça les structures politiques de nombreux royaumes qui disparurent dans des chroniques officielles comme s'ils n'avaient jamais existé. L'assimilation est une forme d'effacement. Elle ne détruit pas, elle engloutit. Et dans ce processus, l'identité originelle s'efface lentement, jusqu'à devenir invisible. Il existe aussi des empires dont l'effacement n'est pas seulement historique, mais presque métaphysique. Leur existence est suggérée par des indices trop précis pour être ignorés, mais trop incomplets pour être confirmés. Dans les Andes, certaines structures monumentales précèdent l'empire Inca de plusieurs millénaires, mais aucun peuple connu ne peut en revendiquer la construction. En Asie du Sud-Est, des réseaux hydrauliques gigantesques témoignent d'une organisation impériale que les archives ne mentionnent jamais. Même dans l'Europe médiévale, certaines traditions parlent de royaumes mystérieux qui auraient disparu sans laisser de traces tangibles. Ces absences sont des énigmes ouvertes. Elles suggèrent l'existence d'architectes invisibles, de souverains sans nom, de peuples dont la mémoire s'est évanouie dans les interstices de l'histoire. Les causes de ces disparitions sont multiples. Certaines relèvent encore de la catastrophe, des changements climatiques soudains, des pandémies, des cataclysmes naturels ont pu effacer en quelques décennies des structures politiques établies depuis des siècles. D'autres sont le fruit de la conquête. Des civilisations détruites par leurs ennemis ont vu leur nom disparaître avec leurs bibliothèques et leurs traditions orales. Mais dans de nombreux cas, la disparition n'est pas seulement physique, elle est mémorielle. Elle est le résultat d'une décision, d'une volonté de réécrire le passé pour mieux servir le présent. L'un des exemples les plus frappants de cet effacement volontaire est celui de Carthage. Puissante rivale de Rome, elle domina la Méditerranée pendant des siècles. Mais après sa destruction, Rome entreprit d'effacer jusqu'à son souvenir. Ses archives furent détruites, ses temples rasés, sa langue bannie. Pendant des siècles, tout ce que l'on sut d'elle venait de ses ennemis. L'histoire de Carthage, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est une histoire racontée par ceux qui l'ont anéantie, et qui avaient tout intérêt à la présenter sous un jour particulier. Même lorsque les traces matérielles persistent, elles peuvent être délibérément ignorées. De vastes sites archéologiques découverts en Afrique, en Amérique ou en Asie sont parfois laissés à l'abandon, faute d'intérêt ou de volonté politique de les étudier. Ce désintérêt n'est pas neutre. Il reflète une hiérarchie implicite des récits, dans laquelle certaines histoires méritent non d'être racontées et d'autres non. Ainsi, de nombreux empires précoloniaux africains, tels que le Kanem-Bornou, le Bénin ou le Monomotapa, restent méconnus, relégués aux marges de la mémoire mondiale malgré leur sophistication et leur influence. Les empires de fantômes sont partout. Ils se cachent sous les villes modernes, sous les forêts, sous les mers. Certains ne sont connus que par quelques tessons de poterie, quelques inscriptions fragmentaires, quelques lignes dans un texte ancien. D'autres ne sont même pas encore découverts. Ils sont les témoins d'une vérité fondamentale. L'histoire humaine est bien plus vaste que ce que nous croyons. Ce que nous appelons le passé n'est qu'un fragment visible d'un immense iceberg mémoriel dont l'essentiel demeure enfoui sous les eaux de l'oubli. Contempler ces absences, c'est accepter que notre connaissance du passé soit incomplète, partiale, façonnée. C'est reconnaître que le récit de l'histoire a toujours été écrit par ceux qui en avaient dans le pouvoir, et que ceux qui en furent exclus ont été relégués dans l'ombre. Mais ces ombres continuent de hanter nos ruines, nos traditions, nos langues. Elles réapparaissent parfois comme des souvenirs enfouis qui remontent à la surface. Peut-être n'est-ce qu'une question de temps avant que d'autres empires fantômes émergent de l'obscurité. Peut-être que sous les océans, dans les déserts, dans les profondeurs de la jungle, dorment encore les vestiges de royaumes dont nous ignorons tout. Et lorsque ces vestiges seront découverts, ils bouleverseront non seulement notre compréhension de l'histoire, mais aussi notre conception de nous-mêmes. Car chaque empire fantôme est un rappel que l'histoire que nous connaissons est une construction. Elle n'est ni complète, ni neutre, ni définitive. Elle est un récit parmi d'autres, et d'innombrables récits restent à écrire.
Suivre leurs traces, c'est s'engager sur un chemin où l'incertitude devient une alliée, où le doute est une lumière. Et ce chemin nous conduit naturellement vers d'autres formes d'effacement, plus insidieuses encore, celles qui ont consumé les bibliothèques du monde et volé à l'humanité des pans entiers de sa mémoire. C'est là que nous irons maintenant à la recherche de la mémoire volée des bibliothèques brûlées. Il existe un type d'effacement plus douloureux encore que la destruction des empires ou la disparition des cités, celui qui s'attaque non pas aux pierres mais aux idées. Les bibliothèques, ces sanctuaires silencieux de la connaissance, ont toujours été plus que de simples dépôts de livres. Elles étaient les cœurs battants des civilisations, les gardiennes des mémoires humaines, les ponts invisibles entre les générations. Les brûler, c'était bien plus que détruire des textes. C'était assassiner le souvenir, étouffer le savoir, modeler le futur en effaçant le passé. Dans chaque volute de fumée s'élevait une part de ce que l'humanité avait appris, découvert, en allait rêver. Et dans chaque cendre restée sur le sol reposait un fragment perdu de notre identité collective. Parmi toutes ces tragédies, aucune n'est plus emblématique que celle de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Fondée au IIIe siècle avant notre ère, elle fut l'un des plus grands centres intellectuels de l'Antiquité. On y copiait, traduisait, commentait les œuvres de tout le monde connu. Philosophie grecque, mathématiques babyloniennes, traités égyptiens, chroniques perses, textes sacrés d'Inde ou de Judée. Elle ne contenait pas seulement des livres, elle abritait une vision du monde, une tentative de rassembler l'ensemble du savoir humain sous un même toit. Mais ce rêve fut brisé. Les incendies successifs, causés par des guerres, des révoltes, des fanatismes, réduisirent en cendres des siècles de pensée. L'humanité perdit des milliers de rouleaux, certains uniques, d'autres irremplaçables. Ce qui fut détruit à Alexandrie ne se résume pas à des mots, ce sont des possibilités de compréhension, des pistes d'évolution, des réponses à des questions que nous nous posons encore aujourd'hui. Alexandrie ne fut pas un cas isolé. La destruction délibérée des bibliothèques est un motif récurrent de l'histoire, un geste répété par les conquérants et les idéologues à chaque époque. Lorsque les Romains prirent Carthage, ils ne se contentèrent pas de raser la ville, ils brûlèrent aussi ses archives, effaçant des siècles de connaissances phéniciennes. Quand les armées chinoises de Qin Shi Huang unifièrent l'Empire, elles ordonnèrent dans l'autodafé des textes anciens afin de supprimer toute pensée susceptible de contester l'autorité impériale. Des philosophies entières disparurent ainsi dans les flammes, des sciences furent effacées, des mémoires anéanties. Plus tard, au Moyen Âge, la même logique se répéta sous d'autres formes. Lorsque les Espagnols conquirent le Yucatan, ils incendièrent presque tous les codex mayas. Leur justification était bien religieuse, mais le résultat fut le même. Des siècles d'histoire, d'astronomie, de médecine et de spiritualité disparurent à jamais. Il ne reste aujourd'hui que 4 codex authentiques. Le reste, c'est un vide, un gouffre de silence là où se trouvait autrefois une civilisation complexe et raffinée. Chaque fois qu'une bibliothèque brûle, c'est comme si une langue entière s'éteignait. Car les textes anciens ne contenaient pas seulement des faits. Ils portaient des visions du monde, des façons de penser différentes des nôtres, des réponses à des questions que nous n'avons peut-être jamais su poser. Leur disparition laisse derrière elle une blessure qui ne cicatrise jamais complètement. Nous ne savons pas ce que nous avons perdu et c'est cela peut-être le plus troublant. Mais toutes les destructions ne sont pas le fruit de la conquête ou du fanatisme. Parfois elles résultent d'une peur plus subtile, celle du savoir lui-même. Au fil des siècles, certaines bibliothèques ont été volontairement purgées de leurs œuvres les plus subversives. Des textes qui contestaient l'ordre établi ont été retirés, censurés, oubliés. Les écrits des philosophes gnostiques furent bannis, les traités d'alchimie cachés, les savoirs considérés comme dangereux, enfermés dans des archives inaccessibles. Il n'est pas rare que les textes les plus précieux soient ceux que l'on a voulu faire disparaître. Cette peur du savoir révèle quelque chose de profond. La connaissance est une forme de pouvoir. Celui qui la détient peut façonner les croyances, influencer les décisions, contrôler les sociétés. En détruisant les bibliothèques, en brûlant les livres, en effaçant les traces d'un autre récit, les puissants se sont assurés que leur version du monde serait la seule à survivre. L'histoire n'a donc pas seulement été écrite par les vainqueurs, elle a été soigneusement éditée, nettoyée, révisée pour éliminer tout ce qui aurait pu la contredire. Le feu pourtant n'a pas tout détruit. Certaines bribes ont survécu, parfois par miracle. Des fragments de textes grecs oubliés ont été redécouverts dans des monastères isolés. Des traités arabes ont préservé des savoirs antiques que l'Europe avait perdus.
Dans le désert syrien, des manuscrits ont été enterrés pour échapper aux persécutions et n'ont refait surface qu'un millénaire plus tard. Ces survivants sont des éclats de lumière dans l'obscurité, des preuves que la mémoire humaine ne peut jamais être totalement effacée. Elles montrent aussi combien notre compréhension actuelle est parcellaire. Nous voyons le passé à travers les rares fenêtres qui n'ont pas été murées. Il est également fascinant de constater que, dans certaines cultures, la destruction des livres a paradoxalement stimulé la transmission orale. Privés de leurs textes, certains peuples ont préservé leur mémoire à travers des chants, des récits, des rituels. Mais ces formes de mémoire sont fragiles, changeantes, vulnérables à Tsubban, à l'oubli. Elles ne remplacent pas les bibliothèques, elles en sont l'ombre mouvante. Aujourd'hui encore, la mémoire volée des bibliothèques brûlées continue de hanter notre rapport au passé. Chaque manuscrit disparu est une question sans réponse. Chaque ouvrage perdu est un fil rompu dans la tapisserie de notre compréhension. Nous ne savons pas quelles idées auraient pu transformer notre monde, quelles découvertes auraient pu changer le cours de l'histoire. Peut-être que dans les rouleaux d'Alexandrie se trouvait la clé d'une technologie oubliée. Peut-être que dans les codex mayas brûlés se trouvait une vision cosmologique qui aurait bouleversé notre conception de l'univers. Peut-être que dans les textes gnostiques se cachait une autre interprétation de l'existence humaine. Ce vide n'est pas seulement une perte historique, il est aussi une forme de manipulation, car lorsque les preuves disparaissent, il devient plus facile d'imposer un récit unique. L'oubli devient une arme, la cendre devient un écran, et ce que nous appelons aujourd'hui histoire est peut-être l'ombre projetée d'une vérité plus vaste, désormais inaccessible. Pourtant, malgré les destructions, malgré les flammes, malgré les siècles de censure, il subsiste une vérité irréductible. La connaissance cherche toujours à survivre. Elle s'infiltre dans les marges, se cache dans les ruines, voyage d'une civilisation à l'autre, d'une langue à l'autre. Elle renaît là où on ne l'attend pas. C'est peut-être cela la leçon des bibliothèques de brûler. On peut réduire les livres en cendres, mais on ne peut pas détruire l'idée qu'ils portaient. Elle continue de circuler, sous d'autres formes, prête à réapparaître quand le monde sera prêt à l'entendre. Cette persistance est notre seule consolation. Elle nous rappelle que la mémoire n'est jamais totalement volée, qu'elle survit même dans les ruines. Mais elle nous invite aussi à une profonde humilité. Car ce que nous savons n'est peut-être qu'une fraction infime de ce que l'humanité a su, et ce que nous croyons avoir découvert n'est peut-être qu'un écho lointain de connaissances bien plus anciennes. C'est dans ce silence brûlé, dans ces absences fumantes, que se cache peut-être la plus grande des révélations. L'histoire n'est pas seulement ce que nous avons retenu, mais aussi et surtout ce que nous avons perdu. Et pour comprendre ce que nous sommes, il nous faut apprendre à lire dans les cendres, car c'est là, dans les vestiges calcinés de la mémoire humaine, que se dessinent les contours d'un autre passé, un passé que l'on a voulu effacer. Et si l'on ose aller plus loin, au-delà des livres disparus et des idées censurées, on découvre que même le temps lui-même peut être manipulé. Car ce n'est pas seulement la mémoire qui a été volée, parfois c'est la chronologie entière de l'histoire qui a été réécrite. C'est vers cette distorsion du temps que nous devons maintenant tourner notre regard. Le temps tel que nous le concevons semble immuable. Il avance inexorable une seconde après l'autre, traçant la ligne de notre existence. Pourtant, ce que nous appelons histoire n'est pas le reflet fidèle de ce passage. Elle est une construction humaine, et comme toute construction, elle peut être modifiée, remodelée, altérée. Réécrire la chronologie du passé, c'est bien plus qu'un simple mensonge, c'est une manière de contrôler la perception de la réalité elle-même. Et au fil des siècles, cette manipulation subtile a été utilisée par les empires, les religions, les idéologues pour redessiner les contours du temps à leur convenance. Ce phénomène commence par un constat simple. Le passé n'existe plus. Il ne vit que dans les traces qu'il a laissées, monuments, textes, traditions, objets. En manipulant ces traces, on peut altérer l'image que l'on se fait de ce qui fut. Une simple modification d'une date dans une chronique, une réorganisation d'une succession de rois, une falsification de documents peuvent suffire à transformer profondément notre compréhension de l'histoire. Le temps, en apparence linéaire, devient alors malléable. Un exemple emblématique se trouve dans l'histoire de la Chine impériale. Les dynasties successives ont systématiquement réécrit l'histoire de leurs prédécesseurs pour légitimer leur propre pouvoir. Lorsque la dynastie Han s'imposa après la chute des Qin, elle remodela le récit de l'ère précédente pour en faire un exemple de tyrannie et d'erreur.
De même, les Ming révisèrent donc les annales des Yuan pour en minimiser les accomplissements et accentuer leurs fautes. À travers ces manipulations, l'histoire devint un outil de propagande. Le passé était redessiné pour servir les intérêts du présent. En Europe aussi, cette réécriture fut fréquente. Après la christianisation de l'Empire romain, les chronologies anciennes furent adaptées pour s'accorder avec la vision chrétienne du monde. Des événements furent déplacés, d'autres effacés, certains personnages transformés en saints ou en démons selon les besoins du récit. La chronologie biblique elle-même fut utilisée comme une grille d'interprétation du temps, reléguant les histoires concurrentes au rang de mythes ou de légendes. Des millénaires entiers furent compressés ou étirés pour faire coïncider l'histoire humaine avec le récit théologique. Mais il existe des manipulations plus radicales encore, plus dérangeantes. Certaines de théories avancent que des pans entiers de l'histoire ont été ajoutés ou supprimés délibérément. L'une des plus intrigantes est celle de l'hypothèse du temps fantôme, proposée par quelques historiens marginaux, selon laquelle plusieurs siècles, notamment entre le Haut Moyen Âge et la Renaissance, ont été artificiellement insérés dans notre chronologie. Bien que controversée et largement rejetée par l'Académie, cette hypothèse soulève une question fascinante. À quel point pouvons-nous faire confiance aux structures temporelles que nous utilisons ? Si la chronologie peut être falsifiée, même partiellement, comment être sûr que les siècles que nous pensons connaître ont réellement existé tels que nous les imaginons ? Même sans aller jusqu'à ces hypothèses extrêmes, il existe des cas avérés où les calendriers eux-mêmes ont été redessinés. L'Empire romain, par exemple, modifia plusieurs fois le calendrier officiel, non seulement pour corriger des erreurs astronomiques, mais aussi pour marquer des ruptures politiques. Plus tard, l'introduction du calendrier grégorien par l'Église catholique au XVIe siècle effaça littéralement 10 jours de l'histoire dans toute l'Europe. Ce n'était pas une conspiration, mais l'effet en fut le même. Le temps fut reconfiguré et l'humanité s'adapta sans questionner la profondeur philosophique de ce geste. La réécriture des chronologies n'est pas seulement une question de date, elle touche aussi à la hiérarchie des événements. Ce que l'on choisit de présenter comme un tournant majeur et ce que l'on relègue à l'arrière-plan façonne profondément notre perception du passé. Par exemple, dans de nombreux manuels d'histoire occidentaux, la découverte de l'Amérique en 1492 marque le début d'une ère nouvelle. Pourtant, cette vision occulte des siècles de présence humaine sur le continent, des réseaux commerciaux complexes, des empires florissants. Ce n'est pas seulement une omission, c'est une reconfiguration du temps qui transforme tout ce qui précède en préhistoire ou en attente de l'arrivée européenne. La même logique s'applique ailleurs. Dans certaines chronologies coloniales, les histoires des peuples conquis commencent avec leur contact avec l'Occident. Tout ce qui est antérieur est perçu comme flou, primitif ou insignifiant. Ainsi, l'histoire africaine, asiatique ou amérindienne est souvent présentée comme une suite d'événements périphériques jusqu'à leur intégration dans la chronologie mondiale. Cette manière de structurer le temps crée une illusion, celle d'un progrès linéaire menant inévitablement à notre présent. Mais ce progrès n'est pas neutre. Il reflète une vision du monde, un système de valeurs, une hiérarchie imposée. La réécriture des chronologies peut également prendre une forme plus subtile, celle de la sélection des sources. Si l'on base la chronologie d'une civilisation uniquement sur ses archives officielles, on adopte le point de vue du pouvoir. Mais si l'on intègre des sources orales, des traditions populaires, des traces archéologiques non officielles, une autre histoire émerge, parfois très différente. L'histoire de l'Europe médiévale, par exemple, change radicalement lorsqu'on prend en compte les chroniques arabes, chinoises ou africaines de l'époque. Des événements considérés comme majeurs deviennent secondaires, et des périodes présentées comme obscures s'éclairent soudainement. Il est frappant de constater que même dans les sciences historiques modernes, la chronologie reste sujette à débat. Les datations archéologiques évoluent constamment, les interprétations changent, de nouveaux documents apparaissent. Chaque découverte peut déplacer un repère, inverser une causalité, réorganiser notre compréhension de l'ordre des choses. Le passé est un puzzle dont les pièces sont sans cesse réarrangées. Mais parfois, ce réarrangement n'est pas le fruit d'un progrès scientifique. Il résulte d'une volonté délibérée d'écrire une version commode du temps. Derrière ces manipulations se cache une vérité troublante. Celui qui contrôle le passé contrôle le futur.
En façonnant la mémoire collective, en décidant de ce qui doit être retenu et de ce qui doit être oublié, on oriente les sociétés, on légitime les régimes, on façonne les identités. La réécriture du temps est l'arme la plus subtile du pouvoir, car elle agit sur un terrain que nous tenons pour intangible. Nous croyons que le temps est objectif, qu'il coule de la même façon pour tous. Mais en réalité, l'histoire n'est qu'un récit, et ce récit peut être transformé. Il est essentiel de comprendre que ces chronologies réécrites ne sont pas seulement des erreurs ou des mensonges, elles sont aussi des révélateurs. Elles nous montrent que le passé n'est jamais figé, qu'il est vivant, mouvant, malléable. Chaque génération réécrit son histoire pour y projeter ses peurs, ses espoirs, ses ambitions. Ce processus peut être destructeur, mais il peut aussi être libérateur, car il nous oblige à questionner nos certitudes. Alors que nous avançons dans cette exploration des manipulations du passé, il devient clair que ce qui a été effacé ou réécrit n'est pas seulement la mémoire collective, c'est aussi la trace matérielle de notre histoire. Car au-delà des dates falsifiées et des récits remaniés, il existe des objets, des artefacts qui défient l'ordre établi, des témoins silencieux qui ne devraient pas exister selon les chronologies officielles. Et c'est vers eux, vers ces anomalies pareilles fascinantes, que nous devons maintenant tourner notre regard. Parmi toutes les énigmes de l'histoire, certaines défient plus que d'autres notre compréhension. Elles se matérialisent non pas dans les textes ou les chroniques, mais dans la pierre, le métal, l'argile ou le cristal. Elles sont réelles, palpables, indéniables. Et pourtant, elles ne devraient toujours pas être là. Elles n'ont pas leur place dans la chronologie telle que nous la concevons, ni dans le récit officiel de l'évolution humaine. Ce sont des objets anachroniques, des témoins silencieux d'un passé qui semble contredire tout ce que nous croyons savoir. Ces artefacts impossibles sont les fissures dans le récit, les failles dans la version que l'on nous raconte. Et c'est précisément parce qu'ils ne devraient pas exister qu'ils sont si troublants. Depuis des siècles, archéologues et amateurs découvrent des objets qui paraissent appartenir à des époques bien plus avancées que celles dont ils proviennent. Certains sont rapidement qualifiés d'erreurs d'interprétation ou de faux. D'autres sont purement ignorés, car ils remettent en cause trop de certitudes. Pourtant, leur existence persiste, tenace, comme un murmure du passé qui refuse de se taire. L'un des exemples les plus célèbres est celui du mécanisme denticitaire. Découvert en 1901 dans une épave au large de la Grèce, cet objet, daté du IIe siècle avant notre ère, est une machine complexe composée d'engrenages de bronze finement travaillés. Sa fonction, calculer les positions des planètes, prédire les éclipses, organiser les cycles calendaires. Autrement dit, il s'agit d'un ordinateur mécanique antique, conçu bien avant que de telles technologies ne soient censées exister. Pendant longtemps, les historiens refusèrent d'y voir autre chose qu'une curiosité isolée. Mais les analyses modernes ont révélé une précision et une sophistication qui dépassent de loin ce que l'on pensait possible pour l'époque. Comment expliquer l'existence d'un tel objet ? Était-ce l'œuvre d'un génie oublié, le vestige d'un savoir plus ancien, transmis puis perdu, ou bien la trace d'une civilisation dont nous ignorons encore tout ? Des découvertes similaires se sont produites loin de la Méditerranée. En Chine, des objets en fer datés de plusieurs millénaires avant l'apparition supposée de la métallurgie complexe ont été exhumés de tombes anciennes. En Amérique du Sud, des artefacts représentant des formes animales inconnues ou des machines volantes apparaissent dans des contextes précolombiens. Dans les plaines d'Afrique australe, on a retrouvé des sphères métalliques parfaitement équilibrées, vieilles de milliards d'années selon certaines estimations géologiques, un mystère que la science peine encore à expliquer. Certaines découvertes sont encore plus troublantes car elles suggèrent une connaissance avancée de l'univers. Les cartes anciennes en sont un exemple frappant. La carte de Piri Reis, tracée en 1513, représente l'Amérique du Sud avec une précision topographique étonnante, ainsi que les contours de l'Antarctique, un continent officiellement découvert 3 siècles plus tard et qui n'était pas censé être connu avant l'ère moderne. Comment expliquer un tel niveau de détail ? Était-ce le résultat d'informations accumulées par des civilisations plus anciennes, ou bien la copie de cartes bien plus anciennes, transmises au fil des âges puis oubliées ? Les représentations anciennes elles-mêmes sont parfois considérées comme des artefacts impossibles. Dans certaines sculptures sumériennes, on voit des êtres portant des objets qui ressemblent à des appareils modernes. Dans des bas-reliefs mayas, des formes évoquent des engins complexes, que certains interprètent comme des instruments scientifiques ou des véhicules.
Bien que la majorité des chercheurs y voient des symboles religieux ou métaphoriques, la ressemblance demeure troublante. Elle suggère que certaines idées technologiques étaient hantées peut-être déjà présentes, ou du moins imaginées, bien avant leurs inventions officielles. La science tente souvent de rationaliser ces anomalies. Elle les explique par des coïncidences, des erreurs de datation, des incompréhensions culturelles, et il est vrai que certaines découvertes sensationnalistes ont été démenties, mais d'autres résistent à l'explication. Elles persistent dérangeantes, comme des pièces d'un puzzle dont nous n'avons pas l'image complète. Leur existence pose une question fondamentale. Notre chronologie technologique est-elle linéaire, ou bien avons-nous sous-estimé la profondeur et la complexité des savoirs anciens? Une autre catégorie d'artefacts troublants est celle des objets trouvés dans des contextes géologiques qui ne correspondent pas à leur âge supposé. Des outils de pierre ou de métal ont été découverts dans des couches de terrain vieilles de millions d'années. Bien que la plupart de ces cas soient contestés, ils soulèvent une question intrigante. Et si l'humanité, ou une forme d'intelligence humaine, était bien plus ancienne que nous ne le croyons? Et si certaines civilisations avaient existé bien avant la nôtre, puis avaient disparu sans laisser d'autres traces que quelques objets incompréhensibles? Ces hypothèses conceptuelles sont dérangeantes parce qu'elles brisent l'un des piliers de notre conception du passé. L'idée que l'histoire suit une progression linéaire, de la simplicité vers la complexité, de l'ignorance vers la science. Mais les artefacts impossibles suggèrent autre chose. Ils laissent entrevoir un passé plus sinueux, ponctué de ruptures, d'oublis, de renaissances. Peut-être que des savoirs ont été découverts, perdus, puis redécouverts. Peut-être que des civilisations ont atteint des sommets de technologie avant de s'effondrer, ne laissant derrière elles que quelques témoins muets. Il faut également considérer le rôle du refus dans notre rapport à ces objets. Trop souvent, lorsqu'une découverte contredit le récit établi, elle est écartée, marginalisée, qualifiée de fraude. Mais ce rejet n'est-il pas parfois une forme de protection? Admettre que notre passé est plus complexe que nous le pensions, c'est admettre que notre compréhension du présent est incomplète. Cela nous oblige à réévaluer nos certitudes, à reconsidérer ce que nous croyons savoir sur l'évolution humaine. Pourtant, même face à l'incertitude, ces artefacts exercent une fascination irrésistible. Ils sont les messagers d'un temps oublié, les éclats dans ceux d'un récit effacé. Ils nous rappellent que la connaissance humaine n'est pas un fleuve tranquille, mais une marée qui avance et recule, emportant parfois avec elle des trésors que l'histoire ne parvient pas à retenir. Et dans ces objets, qui ne devraient pas exister, il y a peut-être les clés d'un passé que nous ne soupçonnons même pas. Leur existence pose aussi une question plus vaste. Que reste-t-il encore à découvrir? Si des machines complexes ont pu être conçues il y a 2 millénaires, si des cartes impossibles ont été tracées des siècles avant leur temps, si des objets inexplicables reposent dans les profondeurs de la Terre que nous réservent les couches encore inexplorées de notre planète, combien d'artefacts déroutants dorment encore sous la pierre, attendant que quelqu'un les exhume pour réécrire l'histoire? Dans ces fragments d'objets, dans ces anomalies matérielles, se cache peut-être la preuve la plus tangible que notre histoire n'est pas celle que l'on croit. Ils sont les témoins silencieux d'une vérité enfouie, celle d'un passé plus ancien, plus complexe, plus mystérieux. Et ils sont les portes d'un voyage vers un territoire encore plus vaste, celui des connaissances disparues, des savoirs effacés, des sciences anciennes dont l'humanité semble avoir tout oublié. Car si les artefacts ne devraient pas exister, c'est peut-être parce qu'ils appartiennent à un monde que nous avons choisi d'oublier. Et pour comprendre ce monde, il nous faut désormais explorer les traces de cette science ancienne, les fragments d'un savoir qui défie notre conception même de l'histoire. C'est là, dans les vestiges des connaissances perdues, que se cache le prochain mystère. À travers les ruines qui jonchent le monde, un murmure persiste, celui d'un savoir ancien, d'une intelligence qui ne se laisse pas enfermer dans la chronologie officielle. Car derrière les pierres monumentales, derrière les outils rudimentaires que l'on attribue aux civilisations disparues, il existe une autre histoire, celle d'une science dont nous avons perdu la trace. Une science qui, dans bien des cas, semblait plus avancée que ce que nous devrions trouver à ces époques reculées. Cette science oubliée n'est pas une légende. Elle est inscrite dans la précision des bâtisses, dans les connaissances astronomiques, dans les inventions ingénieuses que les peuples anciens ont laissées derrière eux. Et elle pose une question dérangeante. Comment ont-ils su tout cela? L'exemple le plus évident se trouve dans l'architecture. Partout sur la planète, des monuments défiant l'entendement continuent d'interroger les spécialistes.
Les grandes pyramides d'Égypte, par exemple, alignées avec une précision presque parfaite sur les points cardinaux, ne sont pas seulement des prouesses d'ingénierie. Elles révèlent une compréhension subtile de l'astronomie et des proportions. Certaines théories suggèrent que leurs dimensions reflètent des constantes naturelles ou des cycles cosmiques, comme si leurs bâtisseurs avaient eu accès à des connaissances scientifiques que l'on ne redécouvrira que des millénaires plus tard. Les temples mayas, les ziggourats mésopotamiennes, les structures mégalithiques d'Europe témoignent eux aussi d'un savoir architectural qui dépasse souvent nos attentes pour l'époque. Plus étonnant encore est le niveau de maîtrise astronomique atteint par certaines civilisations. Les Babyloniens, il y a plus de 2 millénaires, étaient capables de prédire les éclipses avec une précision remarquable. Les Mayas avaient établi des calendriers plus exacts que ceux utilisés en Europe jusqu'à la Renaissance. Les Égyptiens avaient calculé la durée de l'année solaire avec une marge d'erreur de quelques minutes seulement. Comment expliquer un tel niveau de sophistication sans instruments modernes ? Ces peuples observaient voir le ciel avec une patience infinie, accumulant des données sur des générations, mais certains détails laissent penser qu'ils savaient bien plus que ce que ces observations seules pouvaient leur enseigner. Certaines constructions anciennes semblent eux-mêmes indiquer une compréhension de phénomènes géologiques ou cosmiques encore mal compris aujourd'hui. Le site mégalithique de Nabta Playa, en Égypte, vieux de plus de 7000 ans, est aligné sur des événements astronomiques précis, suggérant une connaissance des mouvements stellaires bien avant l'émergence des premières villes. À Sacsayhuaman, au Pérou, des blocs de pierre gigantesques sont assemblés avec une précision telle qu'on ne peut y glisser une lame de couteau, un exploit difficilement explicable avec les outils de l'époque. Sur l'île de Pâques, les Moai, ces statues monumentales, ne sont pas simplement des œuvres d'art. Leur orientation et leur disposition pourraient refléter des savoirs astronomiques ou géomagnétiques aujourd'hui oubliés. Mais la science des anciens ne se limitait pas à l'observation du ciel ou à la construction de monuments. Elle touchait aussi à des domaines que l'on associe à la modernité, la médecine, la mécanique, l'hydraulique, voire des formes primitives de chimie. En Inde, des textes sanscrits datant de plusieurs millénaires décrivent des procédures chirurgicales complexes, des outils médicaux précis et même des techniques de transplantation. En Chine, les anciens avaient compris les principes de l'acupuncture et de la circulation énergétique bien avant que l'Occident ne développe sa propre science médicale. En Égypte, des papyrus détaillent des recettes de remèdes à base de plantes dont certaines sont encore utilisées aujourd'hui, avec des résultats que la science moderne ne conteste plus. Dans le domaine de l'ingénierie hydraulique, les Romains ont construit des aqueducs qui alimentaient en eau des villes entières sur des centaines de kilomètres, exploitant des principes que l'on enseigne encore dans les écoles d'ingénieurs. En Perse, les khanats, réseaux souterrains d'irrigation, fonctionnent encore aujourd'hui dans certaines régions. Les civilisations précolombiennes ont conçu des systèmes d'irrigation et de drainage si efficaces qu'ils continuent d'inspirer les ingénieurs contemporains. Ces réalisations ne sont pas seulement des prouesses techniques. Elles reflètent une compréhension fine des lois naturelles, une capacité d'adaptation et une maîtrise des ressources que nous avons souvent tendance à sous-estimer. Certains textes anciens, quant à eux, vont encore plus loin. Ils évoquent des connaissances dont la portée dépasse ce que nous considérons comme possible pour l'époque. Des manuscrits indiens parlent de machines volantes, les vimanas décrites avec un niveau de détail surprenant. Des documents grecs mentionnent des dispositifs mécaniques complexes, des automates et des instruments de mesure sophistiqués. Dans certains récits babyloniens, on trouve des descriptions d'instruments capables de lire les étoiles et d'interpréter leurs messages. Faut-il y voir des métaphores religieuses ou bien les vestiges d'une science dont nous avons perdu la clé d'interprétation ? La question qui se pose alors est la suivante. Ces savoirs étaient-ils le fruit d'une lente accumulation d'expériences ou bien le legs d'une source plus ancienne, aujourd'hui disparue ? Certaines théories avancent que des civilisations antérieures, aujourd'hui effacées de la mémoire humaine, auraient atteint un haut degré de connaissance avant de s'effondrer. Leur savoir aurait été transmis sous forme fragmentaire, intégré dans les mythes, les symboles, les rituels. Cette hypothèse, bien que controversée, expliquerait pourquoi certaines civilisations semblent avoir commencé leur histoire avec des connaissances avancées, sans période d'évolution progressive. Il est également possible que la science ancienne ait été plus intuitive que la nôtre. Là où nous cherchons des formules et des théories, les peuples du passé observaient, expérimentaient, s'harmonisaient avec les cycles naturels.
Leur science était moins une domination de la nature qu'une compréhension profonde de ses rythmes. C'est peut-être pour cette raison que certaines de leurs réalisations, alignements astronomiques, équilibres énergétiques, harmonies architecturales, nous paraissent un peu mystérieuses. Elles obéissent à une logique différente de la nôtre. Quoi qu'il en soit, il est clair que la vision traditionnelle de l'histoire des sciences, celle d'un progrès linéaire et continu, est insuffisante. Elle ne rend pas compte des sauts de connaissances, des pertes soudaines, des savoirs oubliés. Elle ne tient pas compte des innombrables bibliothèques brûlées, des manuscrits perdus, des traditions effacées. Chaque époque a probablement su des choses que la suivante a oubliées. Et nous-mêmes, peut-être, avons oublié des savoirs que nos ancêtres considéraient comme évidents. Ce savoir perdu n'est pas seulement un sujet de curiosité, il est aussi une invitation. Il nous rappelle que la connaissance n'est jamais totale, qu'elle est un voyage sans fin. Il nous incite à chercher dans les recoins de l'histoire, à écouter les mythes non pas comme des contes mais comme des archives codées, à lire les monuments non pas comme des vestiges mais comme des livres de pierre. Il nous pousse à regarder au-delà des certitudes pour envisager la possibilité que d'autres formes de science aient existé, et puissent exister encore. Et si nous acceptons cette idée, une autre question surgit. Qui étaient pour les artisans de ce savoir? Qui a conçu ces monuments alignés avec les étoiles, ces instruments de précision, ces systèmes complexes? Beaucoup d'entre eux sont anonymes, leurs noms perdus à jamais. Pourtant, leurs œuvres demeurent. Elles nous parlent d'architectes, d'ingénieurs, de penseurs, dont l'identité a été effacée, volontairement ou non. Et c'est vers eux, vers ces bâtisseurs sans nom qui ont laissé leur empreinte dans la pierre et dans le ciel, que nous devons maintenant tourner notre regard. Dans chaque pierre dressée contre le ciel, dans chaque temple enfoui sous la terre, il y a une signature invisible. Elle n'appartient pas à un roi ou à un conquérant dont le nom résonne dans les chroniques, elle n'appartient pas à un dieu ou à une cité célèbre, elle appartient à des mains anonymes, à des esprits oubliés, à ceux dont l'œuvre a survécu mais dont l'identité s'est dissoute dans le silence de l'histoire. Ce sont les bâtisseurs sans nom, les architectes de l'impossible, les artisans de l'éternité, ceux qui ont modelé le monde antique sans jamais revendiquer la gloire. Leur effacement n'est pas un hasard, ils ont parfois le fruit de l'oubli naturel, parfois d'une volonté délibérée. Mais leurs créations, elles, sont toujours là, défiant le temps et les certitudes humaines. Lorsque l'on contemple les pyramides d'Égypte, il est tentant d'associer leur grandeur au nom des pharaons. Khéops, Képhren, Mykérinos. Voilà les figures que l'on retient, celles dont les cartouches ornent les murs. Mais les véritables artisans de ces monuments titanesques restent anonymes. Aucun texte ne nous dit qui a conçu les plans, calculé les angles, trouvé les solutions logistiques pour déplacer des blocs de plusieurs dizaines de tonnes. Aucun récit ne nous parle de ceux qui ont passé leur vie à assembler pierre après pierre pour ériger ces montagnes humaines. Pourtant, sans eux, il n'y aurait ni pyramides, ni tombeaux, ni symboles éternels. Ce phénomène se répète sur tous les continents. À Sacsayhuaman, au Pérou, d'immenses blocs de pierre taillés avec une précision millimétrique sans bois d'un sans mortier, formant des murailles qui résistent depuis des siècles aux tremblements de terre. Personne ne connaît le nom de l'architecte qui conçut cet ouvrage colossal. À Teotihuacan, la cité des dieux, qui précéda les Aztèques, nul ne sait qui bâtit les pyramides du Soleil et de la Lune, ni pourquoi. Les habitants qui vinrent ensuite ne purent que les contempler, fascinés comme des reliques d'un peuple plus ancien. Même dans l'Europe médiévale, nombre des cathédrales gothiques les plus impressionnantes ont été érigées par des mains dont l'histoire n'a pas retenu les noms. L'oubli de ces bâtisseurs n'est pas seulement une question de mémoire, il est souvent lié à la nature même de leur œuvre. Dans de nombreuses cultures anciennes, l'individu s'effaçait devant la collectivité et la gloire appartenait aux dieux ou aux souverains plutôt qu'aux artisans. Construire un temple n'était pas un acte personnel, mais un acte sacré, un service rendu à une force supérieure. C'est pourquoi les noms des ouvriers, des ingénieurs, des architectes n'ont pas été gravés dans la pierre. Leur anonymat reflète une vision du monde où l'homme n'était qu'un canal par lequel s'exprimait l'ordre cosmique. Mais il est aussi possible que cet anonymat soit le résultat d'un effacement plus intentionnel. Dans certaines civilisations, les savoirs de construction étaient bien gardés secrets, transmis uniquement à des initiés. Les bâtisseurs faisaient partie de confréries fermées, parfois considérées comme sacrées, dont les connaissances étaient jalousement protégées. Et l'absence de nom pourrait donc être le reflet d'une volonté de dissimulation, celle de préserver le mystère, de ne pas révéler la source de ce savoir à ceux qui n'en étaient pas dignes.
Le plus troublant, peut-être, est que certaines œuvres semblent dépasser les capacités techniques que nous attribuons aux sociétés qui les ont créées. Comment les peuples mégalithiques ont-ils transporté et érigé des blocs de plusieurs centaines de tonnes comme ceux de Baalbek au Liban? Comment les habitants de l'île de Pâques ont-ils déplacé les Moaïs sur des kilomètres sans roues ni bêtes de trait? Comment les constructeurs d'Angkor ont-ils aligné des temples entiers sur les constellations célestes avec une telle précision? Chaque question renforce le mystère des bâtisseurs sans nom et suggère que leur connaissance allait bien au-delà de ce que nous imaginons. Il est possible que ces bâtisseurs aient travaillé avec des principes que nous avons oubliés. Peut-être connaissaient-ils des techniques de levage ou de transport qui ne nous sont pas parvenues. Peut-être utilisaient-ils des matériaux ou des méthodes qui ont disparu avec le temps. Peut-être avaient-ils une compréhension intuitive des forces naturelles qui leur permettaient d'exploiter la gravité, l'eau, le vent, de manière que nous avons cessé d'explorer. Leur anonymat rend ces hypothèses difficiles à vérifier, mais il nous pousse à questionner nos certitudes sur les capacités des anciens. Dans certaines traditions, les bâtisseurs sont plus que de simples artisans, ils sont des figures mythiques, presque surnaturelles. Les Dogons du Mali parlent de maîtres de la pierre venus enseigner l'art de la construction. Les Égyptiens évoquent les dieux architectes qui auraient transmis leur savoir aux hommes. Les Grecs attribuèrent leur construction cyclopéenne aux cyclopes eux-mêmes, géants d'une force et d'une habileté prodigieuses. Ces récits peuvent être symboliques, mais ils témoignent d'un fait essentiel. Les sociétés anciennes elles-mêmes reconnaissaient que leurs monuments avaient quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui dépassait l'humain ordinaire. Ce respect pour les bâtisseurs s'exprime aussi dans le symbolisme de leurs œuvres. Les temples, les pyramides, les mégalithes ne sont pas de simples structures utilitaires. Ce sont des représentations de l'univers, des ponts entre la terre et le ciel, des miroirs de l'ordre cosmique. Les bâtisseurs sans nom ne se contentaient pas de construire. Ils traduisaient dans la pierre des idées métaphysiques profondes. Chaque alignement, chaque mesure, chaque orientation avait un sens. Leur architecture était un langage, une science sacrée où rien n'était laissé au hasard. L'absence de nom ne diminue en rien leur importance, elle la renforce. Car ces bâtisseurs sont partout, invisibles mais omniprésents. Ils sont les véritables auteurs du patrimoine mondial, les gardiens silencieux de notre mémoire collective. Leur anonymat fait de leur œuvre un héritage universel, appartenant à toute l'humanité plutôt qu'à un seul individu. En contemplant leur création, nous ne célébrons pas une personne, nous célébrons l'intelligence humaine elle-même, dans ce qu'elle a de plus pur et de plus mystérieux. Et pourtant, ce mystère recèle une ironie. Plus nous étudions ces monuments, plus nous réalisons que certaines connaissances associées à leur construction semblent avoir été perdues. Nous ne savons toujours pas exactement comment les Égyptiens ont assemblé leurs pyramides. Nous ne comprenons pas totalement les méthodes employées pour tailler et ajuster les pierres d'Andès. Nous ne pouvons que spéculer sur les techniques de levage utilisées à Stonehenge. Cet oubli est peut-être l'indice d'un savoir ancien qui s'est éteint en même temps que les bâtisseurs qui le détenaient. Ainsi, derrière chaque monument se cache une double énigme, celle de sa conception et celle de ses créateurs. Leur silence est une invitation à repenser notre rapport au passé. Peut-être ne devons-nous pas chercher leur nom dans les archives, mais dans les pierres elles-mêmes. Peut-être leur identité est-elle inscrite dans la manière dont ils ont compris et façonné le monde. Mais derrière ce mystère se cache un autre, plus sombre encore, celui des découvertes que nous avons faites et que nous avons choisi d'ignorer. Car il ne suffit pas d'effacer les noms des bâtisseurs. Il arrive que l'on efface aussi les preuves mêmes de leur œuvre. Certaines découvertes ont été volontairement mises de côté, dissimulées, interdites. Leur révélation aurait bouleversé les récits établis. C'est vers cette zone d'ombre que nous devons maintenant nous tourner, vers l'archéologie interdite, là où la vérité dort sous des sceaux de silence. Il existe un domaine de l'histoire qui ne figure dans aucun manuel, qui ne s'enseigne dans aucune université et qui ne se raconte qu'à voix basse. C'est un territoire d'ombre où les découvertes ne sont pas célébrées mais cachées, où les fouilles ne débouchent pas sur des publications mais sur des silences. On l'appelle parfois archéologie interdite, non pas parce qu'elle est illégale, mais parce qu'elle révèle des vérités que l'on préfère ne pas affronter. Ces trouvailles ont été écartées, ignorées, parfois même détruites, car elles contredisent trop violemment le récit que nous avons choisi de raconter à propos de notre passé. Elles suggèrent que notre histoire pourrait être plus ancienne, plus complexe, plus déroutante que nous ne voulons bien l'admettre.
Dès les débuts de l'archéologie moderne, au XIXe siècle, des découvertes ont semé le trouble. Certaines furent accueillies avec scepticisme, d'autres rejetées purement et simplement. Dans des couches géologiques datant de millions d'années, on a trouvé des outils dits taillés, des objets manufacturés, parfois même des empreintes humaines. Officiellement, cela ne devrait pas être possible. Selon la chronologie admise, l'homme n'existait pas à ces époques. Les artefacts furent donc qualifiés d'erreurs déplacées dans les musées ou tout simplement oubliés dans les réserves. Pourtant, leur présence demeure inexpliquée. Un des cas les plus controversés est celui des découvertes de Huayatlaco, au Mexique. Dans les années 1960, une équipe d'archéologues y mit au jour des outils de pierre sophistiqués associés à des restes d'animaux préhistoriques. L'analyse stratigraphique suggéra que ces objets datèrent de plus de 200 000 ans, une date inconcevable pour la présence humaine sur le continent américain. L'équipe fut discréditée, les résultats remis en question et les fouilles interrompues. Mais aucune explication satisfaisante n'a jamais été donnée. L'affaire demeure une tâche silencieuse dans les annales de l'archéologie. De nombreux autres exemples suivent le même schéma. En Afrique du Sud, des sphères métalliques au design parfaitement symétrique ont été extraites de couches géologiques vieilles de plusieurs milliards d'années. Leur origine est encore débattue, formation naturelle extraordinaire ou preuve d'une technologie inconnue. En Europe, des objets complexes ont été découverts dans des dépôts datant de l'ère glaciaire. Dans les grottes de Californie, des outils ont été mis au jour à des profondeurs qui défient toutes les chronologies humaines admises. À chaque fois, le récit est le même. Découvertes spectaculaires, scepticisme académique, silence institutionnel. Pourquoi ces découvertes sont-elles si souvent rejetées ? La réponse est simple, elles menacent les fondations mêmes de l'histoire telle que nous la concevons. Admettre qu'il y ait eu des êtres intelligents capables de fabriquer des outils il y a des millions d'années reviendrait à réécrire entièrement notre compréhension de l'évolution. Reconnaître que des civilisations avancées ont pu exister bien avant celles connues obligerait à revoir l'ensemble de la chronologie historique. L'archéologie, comme toute science, ça repose sur des paradigmes. Et lorsque les faits ne s'intègrent pas dans ces paradigmes, il est plus facile de les écarter que de remettre en question l'édifice entier. Mais l'archéologie interdite ne concerne pas seulement les objets anachroniques. Elle touche aussi aux sites et aux structures que l'on préfère ne pas étudier. Des ruines monumentales découvertes sous la mer, par exemple, sont souvent ignorées ou minimisées. Au large des côtes du Japon, les structures de Yonaguni défient toute explication simple. Elles semblent artificielles, mais leur âge potentiel remonte à une époque où, selon la science, aucune civilisation capable d'un tel travail n'existait. Au large de l'Inde, près de Dwarka, des vestiges sous-marins suggèrent l'existence d'une cité antique engloutie il y a plus de 10 000 ans, bien avant les premières villes connues. Là encore, les datations sont contestées, les publications rares et le débat étouffé. Il en va de même pour certains artefacts découverts dans des tombes ou des temples anciens. Des objets en alliage complexe ont été retrouvés dans des contextes où la métallurgie n'était pas censée exister. Des gravures montrent des scènes qui ressemblent à des machines ou des cartes stellaires précises. Dans plusieurs cas, les objets ont mystérieusement disparu après leur découverte, transférés dans des collections privées ou simplement égarés dans les archives des musées. Le silence qui entoure ces disparitions est plus éloquent que n'importe quel discours. L'archéologie interdite ne se limite pas au rejet des preuves, elle implique parfois une réécriture active. Des sites ont été reclassés pour correspondre aux chronologies établies. Des datations ont été ajustées pour éviter les contradictions. Des fouilles prometteuses ont été arrêtées sans explication officielle. Derrière ces décisions, il ne faut pas forcément imaginer une conspiration organisée. Souvent, il s'agit d'un mécanisme plus subtil, le désir humain de préserver l'ordre, de ne pas ouvrir la porte au chaos que représenterait une histoire radicalement différente. Il existe pourtant des chercheurs, souvent marginaux, qui continuent d'explorer ces pistes. Leurs travaux sont rarement publiés dans les revues scientifiques traditionnelles, mais ils s'appuient sur des faits concrets. Ils rassemblent les indices dispersés, les cartes anciennes qui représentent des continents aujourd'hui engloutis, les textes mythologiques qui décrivent des événements géologiques oubliés, les traditions orales qui parlent de civilisations perdues. Pris séparément, ces éléments peuvent sembler anecdotiques. Ensemble, ils esquissent une autre histoire possible, celle d'une humanité bien plus ancienne, bien plus complexe, dont nous ne connaissons que les fragments.
Il est aussi possible que certaines découvertes soient en gardées secrètes non pour des raisons scientifiques, mais pour des raisons politiques ou économiques. Révéler l'existence d'anciennes civilisations avancées pourrait bouleverser les identités nationales, remettre en cause des récits religieux ou affaiblir certaines idéologies. Dans un monde où l'histoire est intimement liée au pouvoir, il n'est pas surprenant que certaines vérités soient jugées trop dangereuses pour être révélées. Ce qui rend l'archéologie interdite particulièrement fascinante, c'est qu'elle repose sur une forme d'absence. Ce ne sont pas seulement les objets découverts qui intriguent, mais aussi ceux qui ne sont jamais exposés. Ce ne sont pas seulement les sites étudiés, mais ceux qui sont délibérément ignorés. Le silence, ici, est une donnée. Il raconte une histoire parallèle, celle des découvertes qui n'ont jamais vu la lumière du jour. Pourtant, ce silence n'est pas éternel. Avec les progrès technologiques, imagerie, satellites, sonars, lidar, de nouvelles structures sont révélées chaque année sous les jungles, les déserts ou les océans. Certaines redessinent déjà les cartes de notre passé. Des cités perdues réapparaissent en Amazonie, des routes antiques surgissent dans le Sahara, des temples engloutis émergent des profondeurs. À mesure que ces découvertes s'accumulent, il devient de plus en plus difficile de les ignorer. Ce qui était autrefois qualifié d'impossible devient peu à peu plausible. L'archéologie interdite nous enseigne une leçon essentielle. L'histoire humaine est peut-être bien plus vaste que ce que nous croyons. Chaque objet rejeté, chaque site ignoré, chaque trace effacée est une pièce manquante d'un puzzle immense. Et si nous choisissons d'écouter ces voix marginalisées, nous pourrions bien découvrir une autre version de nous-mêmes, une version qui remet en question tout ce que nous pensions savoir. Mais avant cela, il nous faut apprendre à décoder les récits eux-mêmes, car parfois les vérités interdites ne se trouvent pas dans la pierre ni dans le sol, mais dans les histoires que nous racontons. Derrière les mythes, les légendes et les épopées, il existe peut-être des mémoires codées, des souvenirs dissimulés sous la forme de contes. C'est là que nous irons maintenant, dans ce territoire flou où le mythe et l'histoire se confondent et où l'imaginaire dissimule peut-être les vérités les plus anciennes. Depuis les premières lueurs de la conscience humaine, les peuples ont raconté des histoires. Autour du feu, dans les temples, au sommet des montagnes ou dans les profondeurs des forêts, ils ont transmis de génération en génération des récits qui expliquaient que leur origine décrivait les dieux, rapportés en des événements extraordinaires. Et nous appelons cela des mythes, comme si ce mot suffisait à reléguer ces récits dans le domaine de l'imaginaire. Pourtant, certains de ces mythes sont si précis, si cohérents, si étrangement universels, qu'ils semblent être autre chose. Des souvenirs. Des mémoires codées dans de jeux et dans le langage symbolique, des fragments d'histoire travestis en légendes pour survivre au temps et à l'oubli. Ce brouillage entre mythe et mémoire est au cœur de l'histoire humaine. Il révèle une vérité profonde. Nos ancêtres ont peut-être raconté la réalité, mais sous une forme qui leur permettait de la conserver. Là où les livres brûlaient et les pierres s'effritaient, les histoires persistaient transmises de bouche à oreille, portées par les chants et les rites. Et si derrière les récits des anciens se cachaient des faits bien réels, des cataclysmes, des migrations, des découvertes, dont nous avons perdu la trace matérielle mais dont la mémoire a survécu sous une autre forme, prenons l'exemple du déluge. Presque toutes les civilisations anciennes, de la Mésopotamie à l'Amérique précolombienne, de l'Inde à la Scandinavie, possèdent un récit de grandes inondations qui auraient détruit l'humanité. Dans l'épopée de Gilgamesh, un homme nommé Utnapishtim construit une arche pour sauver les espèces vivantes. Dans la Bible, Noé accomplit le même geste. Dans les traditions hindoues, c'est Manu qui échappe au déluge grâce à un poisson divin. Les récits autochtones d'Amérique du Sud, les légendes aborigènes d'Australie, les mythes chinois évoquent tous des eaux déchaînées engloutissant le monde. Il est difficile de croire que cette unanimité soit une simple coïncidence. Plus probablement, ces récits sont la mémoire déformée d'un événement réel, une montée brutale des eaux à la fin de la dernière ère glaciaire, un cataclysme global gravé dans la conscience collective. Un autre exemple frappant est celui des récits de peuples venus du ciel. Presque toutes les civilisations évoquent des êtres descendus des étoiles ou des cieux, pour enseigner aux humains l'agriculture, l'écriture, les lois, l'architecture. Les Dogons d'Afrique parlent de visiteurs venus de l'étoile Sirius, les Sumériens de dieux appelés Anunnaki, les Mayas de Quetzalcoatl, les anciens Égyptiens d'êtres divins qui auraient régné sur la terre avant les pharaons. Faut-il y voir de simples métaphores spirituelles,
Ou bien ces récits en conservent-ils la mémoire d'un contact ancien, peut-être avec d'autres peuples humains plus avancés, ou avec des voyageurs venus d'ailleurs? Même si l'hypothèse reste spéculative, elle souligne une constante. Les mythes sont souvent des récits de transmission, de savoirs reçus d'ailleurs, de rupture dans le cours ordinaire de l'histoire. Certains mythes semblent même garder le souvenir précis d'événements géologiques oubliés. En Australie, les traditions orales des peuples aborigènes racontent la montée des mers et la submersion de terres côtières, des faits que la géologie moderne a pu dater à plus de 10 000 ans. Dans le Pacifique, les légendes des îles Marshall décrivent la formation d'atolls après l'effondrement de terres plus vastes. En Scandinavie, les récits des sagas parlent d'un hiver éternel, un écho probable de l'éruption du volcan islandais Eldja, qui plongea l'Europe dans le froid au IXe siècle. Ces concordances entre mémoire mythique et réalité scientifique suggèrent que les traditions orales peuvent transmettre fidèlement des événements sur des millénaires. Le mythe peut aussi être un moyen de dissimuler des vérités dérangeantes. Les récits beaucoup de cités fabuleuses, Atlantis chez Platon, Shambhala dans le bouddhisme, Aztlan chez les Aztèques, ont souvent été considérés comme de simples fables. Pourtant, certaines découvertes archéologiques ont donné corps à ces légendes. La ville de Troie, longtemps considérée comme un mythe homérique, fut mise au jour en Anatolie. L'île minoenne de Théra, détruite par une éruption volcanique, pourrait avoir inspiré l'histoire d'Atlantis. Des villes perdues ont été découvertes sous les jungles d'Asie, sous les sables du Sahara, sous les eaux de l'océan Indien, confirmant que les mythes de royaumes engloutis ne sont peut-être pas que des inventions. Ce qui rend ces récits fascinants, c'est leur capacité à conserver des informations sous une forme métaphorique. Une histoire de dragon peut être l'écho d'une éruption volcanique. Un récit de combat céleste peut décrire une pluie de météorites. Un mythe de géant pourrait rappeler l'existence de peuples physiquement imposants ou symboliser une domination étrangère. Le langage mythique n'est pas littéral, il est poétique, symbolique, mais il n'en est pas moins porteur de vérité. Il faut savoir le lire. La difficulté est que nous avons tendance à sous-estimer la précision de la mémoire orale. Pourtant, des études anthropologiques ont montré que certaines traditions peuvent transmettre des informations exactes sur des milliers d'années. Chez les peuples polynésiens, les champs de navigation codent des données astronomiques et géographiques complexes. Chez les peuples autochtones d'Amérique du Nord, des récits de tremblements de terre se sont révélés être des descriptions précises d'événements géologiques réels. Ces découvertes suggèrent que les mythes ne sont pas des fantaisies, mais des archives vivantes. Si tel était le cas, alors notre approche de l'histoire doit changer. Plutôt que de considérer les mythes comme des contes sans fondement, nous devrions les lire comme des textes codés, contenant des fragments d'informations précieuses. Les civilisations anciennes ont peut-être choisi ce moyen pour préserver leur savoir parce qu'il était plus résilient que l'écriture. Les livres brûlent, les monuments s'effondrent, mais les histoires se transmettent. Elles survivent aux catastrophes, aux invasions, aux effacements. Elles voyagent d'une génération à l'autre, se transformant peut-être, mais conservant un noyau de vérité. Cette idée soulève une autre question. Quelles vérités se cachent encore dans les récits que nous appelons mythes? Et si certains contes de dieux déchus, de mondes engloutis, de guerres célestes racontaient enfant des événements que notre histoire officielle a oubliés? Et si, dans les poèmes épiques et les légendes ancestrales, se trouvaient les clés d'un passé plus vaste, plus ancien, plus mystérieux que celui que nous connaissons? À mesure que l'on reconsidère les mythes sous cet angle, une vision différente de l'histoire émerge. Loin d'être linéaire, elle devient circulaire, rythmée par des cycles de naissance et de destruction, d'oubli et de souvenirs. Elle n'est plus une succession d'événements figés, mais une mémoire vivante qui se réinvente à chaque époque. Et dans cette mémoire, les mythes ne sont plus des mensonges poétiques, ils sont les derniers témoins d'un savoir ancien. Cependant, il reste un obstacle majeur à cette redécouverte, le pouvoir. Car ceux qui ont triomphé dans l'histoire ont souvent réécrit ces récits pour servir leurs propres intérêts. Ils ont sélectionné les mythes à conserver, transformé leur signification, effacé ceux qui contredisaient leur version des faits. C'est ainsi que la mémoire collective a été remodelée pour légitimer l'autorité des vainqueurs. Et c'est vers cette manipulation, vers cette appropriation de l'histoire par ceux qui l'ont écrite, que nous devons maintenant tourner notre regard.
car comprendre comment les vainqueurs ont façonné notre mémoire, c'est comprendre pourquoi tant de vérités dorment encore sous le voile de l'oubli. Il existe une règle silencieuse qui traverse toute l'histoire de l'humanité. Ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent en sang le passé. Les guerres, les révolutions, les conquêtes ne se terminent jamais sur les champs de bataille. Elles continuent dans les livres, dans les archives, dans les chroniques. Elles se prolongent dans le récit collectif, celui qui façonne notre mémoire et définit notre identité. Celui qui triomphe impose sa version des faits, efface celle de l'adversaire, transforme les défaites en victoires, les crimes en actes héroïques. Ce mécanisme, ancien comme le pouvoir lui-même, a façonné notre vision du monde plus profondément que nous l'imaginons. Et il est au cœur de la grande illusion historique, l'idée que le passé est un reflet fidèle de ce qui s'est réellement produit. Dès les premières civilisations, l'histoire a été utilisée comme un outil politique. Dans l'Égypte pharaonique, les souverains faisaient engraver leurs exploits sur les murs des temples et des monuments, exagérant leurs victoires, minimisant leurs échecs. Les campagnes ratées étaient effacées des annales. Les défaites étaient transformées en triomphes. Ramsès II, par exemple, fit graver sur les murs de ses temples un récit glorieux de la bataille de Kadesh, affirmant une victoire éclatante. Pourtant, les sources hittites racontent une toute autre histoire, celle d'un affrontement sanglant sans vainqueur clair. Mais l'Égypte contrôlait le récit, et c'est sa version qui a traversé les siècles. Dans l'Empire romain, la manipulation historique devint un art. Les empereurs faisaient écrire des chroniques qui glorifiaient leur règne et discréditaient leurs ennemis. Ceux qui perdaient la lutte pour le pouvoir étaient condamnés à la damnatio memoriae, leurs noms effacés des monuments, leurs portraits détruits, leurs actes oubliés. Dans ce contexte, ne pas exister dans les archives revenait à ne jamais avoir existé. L'histoire devenait une arme, un moyen d'anéantir l'adversaire même après sa mort. Ce modèle s'est répété dans toutes les époques. Lorsque les Espagnols conquirent les Amériques, ils détruisirent systématiquement les écrits et les chroniques des peuples indigènes, imposant leur propre récit de la conquête. Les civilisations mésoaméricaines furent dépeintes comme barbares et sanguinaires, leurs dieux diabolisés, leur culture réduite à des caricatures. Les conquistadors n'étaient en plus des envahisseurs, ils devenaient les porteurs de la civilisation et de la foi. Dans le même temps, les bibliothèques des Aztèques, des Mayas et des Incas furent brûlées, leurs archives effacées. Ainsi, ce que nous savons aujourd'hui de ces sociétés provient principalement des écrits sortant de leurs conquérants, une histoire racontée par ceux qui avaient tout intérêt à la déformer. L'histoire coloniale du monde regorge d'exemples similaires. Les empires européens, en Afrique, en Asie ou dans le Pacifique, ont imposé leur version de l'histoire aux peuples conquis. Ils ont minimisé les résistances, effacé les massacres, glorifié leur mission civilisatrice. Ils ont réécrit les chronologies pour faire commencer l'histoire des peuples colonisés au moment de leur découverte. Ils ont donné de nouveaux noms aux terres, aux fleuves, aux montagnes, effaçant les identités anciennes. Ils ont parfois même changé les calendriers pour aligner le temps lui-même sur leur domination. Cette réécriture du passé n'était pas seulement un acte de propagande, elle faisait partie intégrante de l'entreprise de conquête. En contrôlant la mémoire, on contrôlait l'avenir. Les religions ont elles aussi utilisé l'histoire comme une arme. Lorsqu'une foi devenait dominante, elles réécrivaient souvent les récits pour effacer ou déformer ceux des traditions concurrentes. Des textes sacrés furent détruits, des cultes effacés, des mythes réinterprétés pour s'intégrer dans la nouvelle orthodoxie. Dans certains cas, les anciennes divinités furent transformées en démons ou assimilées à des saints. Dans d'autres, les écrits jugés hérétiques furent bannis, leurs auteurs persécutés. Ce processus ne concernait pas seulement la foi, il redéfinissait aussi la mémoire collective. L'histoire du monde antique fut remodelée pour s'accorder avec une vision théologique, et des pans entiers de savoir furent perdus dans ce processus. Même à l'époque moderne, les vainqueurs continuent de façonner l'histoire à leur image. Les grandes puissances du XXe siècle ont écrit leurs récits de la Seconde Guerre mondiale, chacun mettant en avant ses sacrifices et minimisant ses erreurs. Les crimes commis par les vainqueurs furent souvent passés sous silence ou justifiés. Dans de nombreux pays, les manuels scolaires présentent des versions édulcorées des périodes sombres, effaçant les épisodes les plus dérangeants. La mémoire collective est ainsi modelée pour renforcer l'unité nationale, préserver l'identité ou maintenir une image glorieuse. Ce phénomène n'est pas seulement politique, il est profondément psychologique.
Les sociétés, comme les individus, préfèrent dans des récits qui confortent leur image d'elles-mêmes. Elles réécrivent le passé pour donner un sens à leur présent, pour justifier leurs choix, pour légitimer leur place dans le monde. Ainsi, les nations construisent des mythes fondateurs qui mélangent faits et fiction, héros et propagande. Elles célèbrent certaines figures et en oublient d'autres. Elles mettent en avant des épisodes glorieux et en effacent de plus sombres. Ce processus est si naturel que nous ne le remarquons même plus. Mais cette réécriture a un coût. Elle crée une vision tronquée du passé, une illusion collective qui finit par devenir plus réelle que la réalité elle-même. Elle perpétue des injustices en effaçant les voix des vaincus, des opprimés, des oubliés. Elle déforme notre compréhension du monde et limite notre capacité à apprendre de l'histoire. Car comment tirer des leçons d'un passé que l'on ne connaît pas vraiment ? Pourtant, malgré les efforts des vainqueurs, les traces du passé véritable subsistent. Elles se cachent dans les traditions orales, dans les vestiges archéologiques, dans les documents oubliés. Elles surgissent parfois à la faveur d'une découverte inattendue, d'un manuscrit exhumé, d'une fouille fortuite. Chaque fragment retrouvé est une fissure dans le récit officiel, une brèche par laquelle une autre version de l'histoire peut s'échapper. Ces fragments nous rappellent que l'histoire n'est jamais figée, qu'elle est toujours sujette à réinterprétation, à redécouverte. Aujourd'hui, un travail de réhabilitation est en cours. Les historiens cherchent à redonner une voix aux peuples colonisés, aux minorités effacées, aux cultures oubliées. Les archives sont réexaminées, les sources croisées, les récits remis en question. Ce processus est lent et souvent controversé car il remet en cause des siècles de certitude. Mais il est essentiel car il nous rapproche d'une histoire plus juste, plus complète, plus humaine. Et pourtant, même ce travail de réécriture réparatrice n'efface pas le fait que d'innombrables voix ont été réduites au silence à jamais. Derrière les grandes chroniques que nous lisons se cachent des récits qui n'ont jamais été racontés, des visions du monde qui ont disparu, des mémoires qui ne reviendront jamais. Ces voix perdues appartiennent aux vaincus, aux peuples anéantis, aux cultures absorbées. Leur absence est un vide dans notre compréhension du passé, un vide que nous ne pouvons combler qu'en cherchant à l'écouter. C'est vers elles que nous devons maintenant nous tourner, vers les chroniques réprimées des vaincus, ces histoires murmurées dans l'ombre que l'histoire officielle a tenté d'effacer. Car elles contiennent peut-être la clé de ce que nous avons oublié, une autre perspective sur les mêmes événements, une autre vérité sur ce que nous avons été. L'histoire telle que nous la connaissons est une histoire racontée d'en haut. Elle parle des rois, des conquérants, des empires triomphants. Elle glorifie les victoires, les découvertes, les grandes décisions prises dans les palais et sur les champs de bataille. Mais derrière ce récit éclatant existe un autre, plus discret, presque effacé, celui des vaincus. Leur voix ne résonne pas dans les livres d'histoire. Elle se cache dans les marges, dans les traditions orales, dans les récits fragmentés transmis à travers les siècles. C'est une histoire d'effacement, de souffrance, de résistance et de mémoire, une histoire qui, trop souvent, a été volontairement étouffée. La répression des voix des vaincus n'est pas une conséquence accidentelle de l'histoire, c'est une stratégie délibérée. Effacer la mémoire d'un peuple, c'est effacer son identité. Supprimer ses récits, c'est l'empêcher d'exister dans l'imaginaire collectif. Les conquérants ont compris cela depuis l'aube des civilisations. Lorsque Rome écrasait un ennemi, elle ne se contentait pas de détruire ses armées. Elle rasait ses villes, changeait leurs noms, interdisait leur langue, effaçait leurs archives. Lorsque l'Espagne colonisait les Amériques, elle ne se contentait pas d'imposer ses lois. Elle détruisait les temples, brûlait les codex, interdisait les rituels ancestraux. Chaque conquête était aussi une conquête de la mémoire. Pourtant, même dans le silence imposé, les vaincus ont trouvé des moyens de transmettre leurs histoires. Parfois, elles survivent dans des chants, des poèmes, des contes. Parfois, elles sont codées dans les symboles, dissimulées dans l'art, cachées dans les rites. Dans les Andes, certaines cérémonies célébrées aujourd'hui sont les héritières directes de pratiques précolombiennes interdites par les conquistadors. En Afrique de l'Ouest, des récits oraux racontent encore l'histoire des royaumes détruits par la colonisation, bien que leurs archives écrites aient disparu. Ces traditions ne sont pas de simples souvenirs, elles sont des actes de résistance. Elles affirment que l'histoire des vaincus n'a pas été complètement effacée. Certains de ces récits-là sont si puissants qu'ils contredisent les versions officielles. Prenons l'exemple de la chute de Troie. Dans les textes grecs, la guerre est décrite comme un affrontement glorieux, une épopée héroïque. Mais des traditions locales, transmises par les peuples anatoliens,
suggèrent une histoire bien différente, celle d'une cité trahie, d'un peuple massacré, d'une civilisation réduite au silence. De même, l'expansion de Rome est célébrée comme la diffusion de la civilisation, mais les traditions gauloises, germaniques ou numides parlent d'oppression, de spoliation, d'extermination. Les deux versions décrivent les mêmes événements, mais elles ne racontent pas la même histoire. L'effacement des vaincus se manifeste aussi dans les textes qui ont été détruits. Combien de chroniques africaines, asiatiques ou américaines ont été perdues dans les flammes des conquérants? Combien de manuscrits ont été réécrits pour les adapter aux récits dominants? Les codex mayas ne sont plus que 4. Les archives de Carthage ont disparu dans l'incendie de la ville. Les chroniques des royaumes africains détruits par la traite esclavagiste ont été perdues ou ignorées. Même dans l'Europe médiévale, les textes des peuples conquis, celtes, wisigoths, slaves, ont été effacés au profit du récit romain ou chrétien. Parfois, les vaincus ont été réduits au silence non pas par la destruction, mais par la caricature. Les chroniqueurs des empires ont souvent dépeint leurs ennemis comme barbares, primitifs ou sauvages. Cette image servait à justifier leur domination et à effacer la complexité de leur société. Les Gaulois, par exemple, furent longtemps décrits comme des peuples sans culture, alors qu'ils possédaient des systèmes politiques sophistiqués, des connaissances métallurgiques avancées et une organisation sociale complexe. Les peuples africains furent présentés comme sans histoire pour justifier la colonisation, alors qu'ils avaient fondé des empires florissants. Cette réécriture du passé est une violence symbolique. Elle nie la valeur des cultures vaincues et les relègue à la périphérie de l'histoire. Pourtant, les traces de ces voix réprimées persistent. Elles sont là, dans les récits oraux transmis à travers des générations. Elles sont là, dans les vestiges archéologiques qui contredisent les versions officielles. Elles sont là, dans les langues oubliées qui renaissent aujourd'hui, dans les noms anciens que l'on redécouvre, dans les histoires que l'on réécrit. Chaque trace retrouvée est un acte de justice historique. Elle redonne une voix à ceux que l'histoire a voulu réduire au silence. Le rôle de l'historien moderne est précisément de retrouver ces voix, de lire entre les lignes des chroniques officielles, d'écouter les traditions orales avec autant de sérieux que les textes écrits, de reconnaître que les vaincus ont eux aussi produit du savoir, des arts, des philosophies. L'histoire n'est pas complète tant qu'elle ne raconte pas leur version, et cette version est souvent bien différente de celle que nous avons apprise. Elle révèle des nuances, des complexités, des perspectives qui enrichissent notre compréhension du passé. L'une des tâches les plus urgentes consiste à réhabiliter ces récits oubliés. En Afrique, des historiens s'appuient sur les traditions orales pour reconstituer l'histoire des royaumes détruits par la colonisation. En Amérique latine, les peuples autochtones redonnent vie à leur langue et à leur cosmogonie pour affirmer leur continuité historique. En Asie, des chercheurs redécouvrent les textes effacés par des siècles d'impérialisme. Ces efforts ne sont plus que de simples recherches, ils sont une forme de réparation. Ils permettent de combler les vides laissés par des siècles de domination. Mais ce travail de réhabilitation rencontre des résistances. Beaucoup craignent que rouvrir les plaies du passé ne ravive les conflits. D'autres redoutent que la remise en question des récits établis ne fragilise les identités nationales. Pourtant, ignorer ces voix ne fait que perpétuer l'injustice. L'histoire ne peut être complète que si elle intègre toutes ces dimensions, y compris celles qui dérangent. Il est possible que certaines de ces chroniques réprimées contiennent des vérités qui changeraient radicalement notre vision du passé. Peut-être que les peuples anéantis par les empires anciens avaient des connaissances que nous avons perdues. Peut-être que leurs récits contiennent en sorte des indices sur des événements dont nous n'avons aucune trace. Peut-être que leurs traditions expliquent donc des énigmes archéologiques ou historiques qui nous échappent encore. Écouter les voix des vaincus, c'est plus que rendre justice. C'est enrichir notre compréhension de l'humanité. C'est reconnaître que l'histoire n'est pas une ligne droite, mais une mosaïque faite de fragments, de contradictions, de perspectives multiples. C'est accepter que la vérité historique est toujours plus complexe que ce que racontent les vainqueurs. Et lorsque l'on tend l'oreille vers ces voix oubliées, une autre dimension de l'histoire se révèle, celle des mondes effacés, des territoires perdus, des cartes redessinées. Des documents anciens, des récits oubliés, des artefacts étranges témoignent de voyages, de découvertes, d'explorations qui ne devraient pas avoir eu lieu selon notre chronologie officielle. Ces traces parlent de terres connues, bien avant leur découverte, de continents cartographiés avant leur exploration.
Elle nous guide vers un autre mystère, celui des cartes impossibles et des mondes oubliés. C'est là que nous devons maintenant diriger notre regard. Depuis l'aube de la navigation, l'homme a cherché à représenter le monde qu'il explorait. Les cartes anciennes ne sont pas seulement des outils géographiques, elles sont des archives de la mémoire collective, des miroirs des connaissances et des croyances d'une époque. Elles racontent comment les peuples voyaient la Terre, ce qu'ils savaient d'elle et parfois ce qu'ils ne devraient pas savoir. Car certaines cartes anciennes posent une énigme que la science peine encore à expliquer. Elles représentent des continents, des côtes ou des terres censées être inconnues au moment de leur création. Elles décrivent dans des détails géographiques d'une précision qui ne devrait pas être possible pour l'époque. Elles sont, en un mot, impossibles. Et pourtant, elles existent. L'exemple le plus célèbre est sans doute celui de la carte de Piri Reis, tracée en 1513 par un amiral ottoman. Elle représente non seulement les côtes de l'Afrique et de l'Amérique du Sud avec une précision surprenante, mais elle semble aussi dépeindre le contour de l'Antarctique, 3 siècles avant sa découverte officielle. Plus troublant encore, la partie méridionale de la carte montre ce continent sans sa couverture de glace, comme s'il avait été observé à une époque où l'Antarctique était libre de glace, il y a des dizaines de milliers d'années. Comment expliquer une telle connaissance ? Était-ce le fruit d'anciennes cartes disparues, héritées de civilisations oubliées, ou bien la preuve que des marins inconnus avaient exploré ces régions bien avant l'ère des grandes découvertes ? La carte de Piri Reis n'est pas un cas isolé. D'autres documents anciens posent des énigmes similaires. La carte d'Oronteus Finaeus, réalisée en 1531, montre également l'Antarctique sous une forme étonnamment précise, suggérant que ses créateurs connaissaient les contours du continent avant sa découverte. La carte de Zeno, au XVe siècle, présente des terres dans l'Atlantique Nord, qui n'ont été officiellement explorées que bien plus tard. Même la carte de Cantino, datée de 1502, montre des portions du littoral sud-américain avec une exactitude que l'on croyait impossible avant que ces régions ne soient cartographiées. Ce qui rend ces cartes si mystérieuses n'est pas seulement ce qu'elles montrent, mais ce qu'elles impliquent. Pour cartographier une côte avec précision, il faut la parcourir, la mesurer, comprendre les principes de la latitude et de la longitude, des compétences que l'on croyait inexistantes avant le XVIIe siècle. Pourtant, ces cartes suggèrent que quelqu'un, quelque part, maîtrisait ces connaissances bien avant l'heure. Certains chercheurs avancent l'hypothèse que les cartographes de la Renaissance se sont appuyés sur des sources plus anciennes, elles-mêmes héritées d'un savoir oublié. Les bibliothèques d'Alexandrie, de Carthage ou de Constantinople auraient pu conserver des documents d'explorateurs antiques dont les traces ont été perdues. D'autres pensent que ces cartes sont les vestiges d'un savoir encore plus ancien, transmis par des civilisations disparues dont nous ignorons tout. Peut-être les habitants d'Atlantide, si l'on admet que ce lieu ait existé, avaient-ils cartographié le monde avant sa disparition ? Peut-être des navigateurs préhistoriques, aujourd'hui oubliés, avaient-ils sillonné les mers bien avant les Phéniciens ou les Vikings ? Des indices troublants semblent appuyer cette hypothèse. Des traces d'échanges transocéaniques antérieurs à Christophe Colomb ont été découvertes. Du maïs américain dans des tombes chinoises, des sculptures olmèques représentant des traits africains, des plantes originaires d'Asie retrouvées dans des sites archéologiques précolombiens. Ces éléments suggèrent que les continents n'étaient pas aussi isolés qu'on le pense. Si des contacts ont eu lieu, il n'est pas impossible que des connaissances géographiques aient circulé, se transmettant de civilisation en civilisation, jusqu'à ce qu'elles soient fixées sur les cartes de la Renaissance. Mais certaines cartes vont encore plus loin que la simple représentation de continents connus. Certaines décrivent des terres qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Des îles fantômes apparaissent dans de nombreux portulans médiévaux. Hy-Brasil à l'ouest de l'Irlande, Friesland entre l'Islande et le Groenland, ou encore Antillia dans l'Atlantique. Pendant des siècles, les marins ont cherché ces terres, convaincus de leur existence. Officiellement, elles n'étaient que des erreurs de cartographie. Pourtant, certaines légendes parlent de continents disparus engloutis par la mer, souvenirs peut-être d'événements réels comme l'effondrement de Doggerland dans la mer du Nord ou la disparition de Sondaland en Asie du Sud-Est. Peut-être ces mâles fantômes sont-elles les échos cartographiques de terres bien réelles aujourd'hui englouties. Les cartes anciennes recèlent aussi des représentations étranges de régions intérieures mal connues. Certaines montrent des réseaux de fleuves inexistants, des chaînes de montagnes disparues, des cités mythiques situées dans des lieux où aucune trace n'a été retrouvée.
Là encore, la tentation est so grande de tout attribuer à l'imagination ou à l'erreur. Mais certaines de ces représentations trouvent aujourd'hui un écho surprenant dans les découvertes géologiques et archéologiques modernes. Des lits de rivières fossiles ont été détectés dans des régions arides, exactement là où certaines cartes médiévales les plaçaient. Des structures souterraines ont été localisées dans des zones marquées comme cités légendaires. Il est possible que ces cartes contiennent des bribes d'informations issues de traditions très anciennes, transmises sans que leurs créateurs ne comprennent vraiment leur origine. L'étude de ces cartes pose une question fondamentale. Que savaient vraiment les anciens du monde qui les entourait? La vision traditionnelle veut que les grandes découvertes géographiques soient le fruit des explorations européennes des 15e et 16e siècles. Mais les cartes impossibles suggèrent une autre histoire, celle de peuples navigateurs, d'explorateurs oubliés, de transmissions de savoirs qui se sont produites bien avant que l'histoire officielle ne commence. Si tel est le cas, cela signifie que notre connaissance du passé est incomplète et que nous avons sous-estimé l'ampleur des échanges et des voyages anciens. Ce mystère s'est renforcé par un autre fait. Certaines cartes semblent représenter non seulement la Terre telle qu'elle était connue, mais telle qu'elle était dans un passé très lointain. Des géologues ont remarqué que certaines représentations de l'Antarctique correspondent non pas à sa forme actuelle, mais à celle qu'il avait avant d'être recouvert de glace. Cela suggère que leurs sources provenaient d'observations faites il y a des dizaines de milliers d'années. Si c'est vrai, cela implique soit que des civilisations très anciennes avaient aidé cartographier la planète, soit qu'elles avaient hérité de connaissances venues d'ailleurs. Il existe aussi une possibilité plus subtile. Certains de ces cartes pourraient en être la synthèse de mémoires anciennes, combinant données géographiques, traditions mythiques et observations fragmentaires. Elles seraient alors les témoins d'un savoir collectif accumulé au fil des siècles, réinterprété, transmis et transformé. Leur caractère impossible ne viendrait pas d'une technologie oubliée, mais d'une longue chaîne de connaissances dont nous avons perdu les premiers maillons. Quoi qu'il en soit, ces cartes y sont plus que des curiosités historiques. Elles sont des clés. Elles ouvrent la porte à des questions que l'histoire officielle préfère éviter. Qui a vraiment exploré le monde en premier? Quelles routes furent parcourues bien avant les grandes expéditions européennes? Quelles terres avons-nous oubliées? Et surtout, lesquelles civilisations ont laissé derrière elles ces fragments de savoir? Ces cartes sont des invitations à revoir notre conception du passé. Elles nous rappellent que la mémoire de l'humanité n'est pas linéaire. Elle est faite de transmission, d'oubli, de renaissance. Elle suggère que des mondes entiers ont pu exister et disparaître sans laisser d'autres traces que quelques lignes d'encre sur un parchemin. Et elle nous pousse à nous interroger sur ce qui reste encore enfoui, sous les océans, sous les glaces, sous les sables, attendant d'être redécouvert. Car si les cartes anciennes nous montrent des terres que nous avons oubliées, elles ne sont peut-être que la surface d'un mystère plus profond encore, celui des civilisations entières qui ont été englouties, effacées, niées. C'est vers elles, vers ces mondes perdus dont nous commençons seulement à entrevoir les contours, que nous devons désormais tourner notre regard. Les vestiges de ces civilisations englouties sont difficiles à trouver, car l'archéologie sous-marine est encore un domaine jeune et complexe. Explorer les fonds marins exige des technologies sophistiquées et des moyens considérables. Beaucoup de zones restent inaccessibles, enfouies sous les fonds, sous des couches de sédiments ou situées à des profondeurs extrêmes. Chaque découverte nécessite des années de recherche, de plongée, d'analyse. Pourtant, malgré ces difficultés, les indices s'accumulent. Chaque site découvert suggère que notre histoire pourrait être bien plus ancienne, et nos ancêtres bien plus ingénieux que nous ne le croyons. La perspective que des civilisations entières aient été englouties soulève des questions profondes. Que savaient-elles? Quelle technologie avaient-elles développée? Pourquoi ont-elles disparu? Ont-elles transmis une partie de leur savoir aux peuples qui ont suivi, sous forme de mythes ou de traditions? Peut-être que certaines connaissances attribuées aux Égyptiens, aux Mésopotamiens ou aux Mayas sont en réalité des héritages d'un passé bien plus lointain, transmis de génération en génération après la disparition de leurs créateurs originels. Ces civilisations perdues pourraient aussi expliquer certains des mystères qui nous fascinent encore aujourd'hui. Les artefacts impossibles, les cartes anachroniques, les savoirs astronomiques avancés. Peut-être ces éléments ne sont-ils pas des anomalies isolées, mais les derniers témoins d'un âge oublié, un âge où l'humanité ou une autre forme d'intelligence avait déjà exploré des territoires que nous redécouvrons à peine.
Il est également possible que certaines de ces civilisations aient laissé des traces ailleurs que sous la mer. Des traditions orales anciennes parlent de survivants de terres englouties qui auraient voyagé vers d'autres régions pour transmettre leurs connaissances. Certains mythes mésopotamiens décrivent des sages venus de la mer apportant la civilisation. Les légendes égyptiennes évoquent des porteurs de lumière venus d'une terre disparue. Les Mayas parlaient en gouessant de leurs ancêtres arrivés par l'océan après la destruction de leur patrie originelle. Ces récits, longtemps considérés comme symboliques, pourraient sans bien contenir une part de vérité. Ce que nous appelons aujourd'hui les débuts de la civilisation n'est peut-être qu'un redémarrage. L'humanité pourrait avoir connu plusieurs âges d'or successifs, séparés par des cataclysmes qui ont tout effacé. Chaque fois, un nouveau cycle aurait commencé sur les ruines de l'ancien, avec quelques survivants transmettant des fragments de savoir. Cette vision cyclique de l'histoire, présente dans de nombreuses traditions, contraste avec l'idée moderne d'un progrès linéaire. Elle suggère que nous ne sommes pas les premiers à avoir construit des villes, observé les étoiles ou exploré les mers. Nous sommes peut-être seulement les derniers. Ces réflexions nous conduisent vers une question vertigineuse. Que savons-nous vraiment de nos origines ? Si des civilisations entières ont pu être effacées par les eaux, combien d'autres ont été effacées par le temps, les tremblements de terre, les volcans, ou même par l'homme lui-même ? Combien dorment encore sous les océans, sous les glaces, sous les déserts ? L'histoire humaine pourrait être bien plus ancienne, bien plus riche, bien plus mystérieuse que ce que nous pouvons imaginer. Et si ces mondes engloutis ne sont pas seulement une métaphore de notre passé, mais aussi une clé pour notre avenir, en comprenant comment et pourquoi ils ont disparu, nous pourrions mieux comprendre les cycles naturels qui façonnent notre planète et anticiper ceux qui viendront. Car si la mer a englouti des civilisations auparavant, rien ne dit qu'elle ne le fera pas à nouveau. Mais derrière la question de leur disparition se cache une énigme encore plus troublante, celle de nos origines elles-mêmes. Et si l'histoire que l'on nous a racontée sur la naissance de notre civilisation était fausse ou incomplète, et si les fondations même de notre chronologie étaient construites sur un mensonge, pour le savoir, il faut remonter au point de départ, à ce moment où tout a commencé, et où peut-être tout a été réécrit. C'est là que nous conduit la prochaine étape de notre exploration, vers le mensonge fondateur. Depuis des siècles, l'humanité raconte son histoire comme un récit linéaire. Nous serions partis de l'ombre des cavernes, avons appris à cultiver, puis à bâtir, à penser, à créer, à gouverner. De petites tribus nomades auraient lentement donné naissance à des villages, puis à des cités, à des empires, et enfin à la civilisation moderne. C'est ainsi que l'on nous enseigne notre passé, comme une progression logique, une marche ininterrompue vers la lumière du progrès. Mais et si ce récit n'était qu'un mythe moderne ? Et si cette version de l'histoire, répétée dans nos écoles, nos musées, nos livres, n'était qu'une construction, un récit soigneusement façonné pour donner sens à ce que nous croyons être ? Peut-être alors vivons-nous depuis toujours dans l'ombre d'un mensonge fondateur. Ce mensonge ne réside pas nécessairement dans des faits précis, mais dans la manière dont ils sont assemblés, hiérarchisés, interprétés. Il s'agit d'une structure narrative qui, en simplifiant, en sélectionnant et en réarrangeant, transforme la complexité de notre passé en un conte rassurant. La vision dominante affirme que l'histoire humaine commence véritablement avec l'agriculture, il y a environ 10 000 ans, au néolithique. Avant cela, nous n'aurions été que des chasseurs-cueilleurs, errant sans structure, sans connaissances avancées, sans culture durable. Pourtant, de plus en plus de découvertes contredisent ce schéma. Le site de Göbekli Tepe, en Turquie, est l'un des exemples les plus frappants. Daté d'environ 11 600 ans, il précède l'invention officielle de l'agriculture et de la poterie. Pourtant, il s'agit d'un complexe monumental, composé de mégalithes sculptés, disposés en cercles astronomiquement alignés. Sa construction exigeait une organisation sociale sophistiquée, une connaissance de l'architecture et des compétences techniques que l'on croyait inexistantes à cette époque. Pourquoi ce site ne correspond-il pas à la chronologie officielle ? Parce qu'il dérange. Il suggère que des sociétés organisées et savantes existaient avant la naissance de la civilisation. D'autres indices vont dans le même sens. Des peintures rupestres complexes, datant de plus de 30 000 ans, montrent une maîtrise artistique et symbolique avancée. Des traces d'agriculture primitive ont été découvertes bien avant la date supposée de son invention. Des réseaux d'échanges sur de longues distances existaient donc déjà au Paléolithique. Tout cela remet en question l'idée selon laquelle
l'histoire humaine aurait commencé récemment et progressivement. Peut-être que nous avons sous-estimé les capacités de nos ancêtres, ou peut-être qu'ils n'étaient même pas nos ancêtres au sens où nous l'entendons. Pourquoi alors persiste-t-on à raconter l'histoire de cette manière ? Parce que ce récit est utile. Il conforte l'idée que notre société moderne est l'aboutissement naturel d'un long processus, qu'elle laissant à la forme la plus évoluée et la plus légitime de l'organisation humaine. Il place l'Europe et le Proche-Orient au centre de l'histoire, reléguant les autres civilisations au second plan ou les présentant comme des exceptions. Il justifie la hiérarchie mondiale actuelle en suggérant que certaines sociétés sont plus avancées que d'autres. Bref, il donne un sens à l'ordre établi. Mais ce récit a un autre effet, plus insidieux encore. Il efface des pans entiers de notre passé. Il transforme les découvertes dérangeantes en anomalies. Il marginalise les savoirs qui ne s'intègrent pas dans la trame. Il relègue au rang de mythes les récits qui contredisent dans le modèle. Et surtout, il occulte la possibilité que l'histoire humaine soit bien plus ancienne, bien plus riche, bien plus cyclique que nous ne voulons l'admettre. Certains chercheurs pensent que cette manipulation n'est pas seulement idéologique, mais qu'elle a des racines historiques profondes. Au début de l'archéologie moderne, au XIXe siècle, les chercheurs occidentaux ont construit des cadres chronologiques qui plaçaient leur propre culture au sommet de l'évolution. Les sociétés anciennes d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique ont été délibérément minimisées ou ignorées. Les découvertes qui ne correspondaient pas à la chronologie européenne furent écartées ou discréditées. Même les sciences naturelles ont parfois participé à ce récit, en interprétant les fossiles, les migrations et les artefacts selon des schémas conformes à l'idéologie dominante. Le mensonge fondateur est aussi philosophique. Il repose sur l'idée que l'histoire est un progrès linéaire et que chaque époque est plus évoluée que la précédente. Mais l'histoire pourrait bien être cyclique. Des civilisations pourraient avoir atteint des sommets, puis s'être effondrées, laissant derrière elles peu de traces. Des savoirs pourraient avoir été découverts, perdus, puis redécouverts. Cette perspective n'est pas seulement spéculative, elle est présente dans de nombreuses traditions anciennes. Les textes hindous parlent de cycles cosmiques de civilisation. Les mythes mésoaméricains décrivent plusieurs humanités successives. Les Grecs eux-mêmes évoquaient des âges d'or et d'argent précédant notre époque. Si l'histoire est cyclique, alors notre vision du passé change radicalement. Nous ne sommes plus les pionniers de la connaissance, mais les héritiers d'un savoir oublié. Nous ne sommes plus au sommet de l'évolution, mais un maillon parmi d'autres d'une longue chaîne de civilisations. Et notre propre monde pourrait être, lui aussi, destiné à disparaître pour être remplacé par un autre. Ce mensonge fondateur a également des conséquences sur notre perception de nous-mêmes. En nous racontant que nous venons d'un passé primitif et chaotique, il renforce l'idée que la modernité est notre salut. En effaçant les traces d'un savoir plus ancien, il nous fait croire que nous sommes plus intelligents, plus puissants, plus avancés que nos ancêtres. Et en dissimulant les preuves d'un passé plus ancien, il nous empêche de poser des questions essentielles. Qui sommes-nous vraiment ? D'où venons-nous réellement ? Et jusqu'où sommes-nous déjà allés ? Pourtant, des fissures apparaissent dans ce récit. Chaque nouvelle découverte archéologique, chaque site plus ancien que prévu, chaque artefact qui ne devrait pas exister fragilise l'histoire officielle. Nous commençons à comprendre que ce que nous appelons le début n'en est peut-être pas un, que les premiers chapitres de l'humanité sont perdus, non pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce qu'ils ont été effacés, ignorés ou réécrits. Reconnaître ce mensonge n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est une libération. Cela ouvre la porte à d'autres possibilités. Cela nous invite à repenser la notion même de civilisation, à chercher des traces au-delà des cadres établis, à écouter les voix anciennes qui résonnent encore dans les mythes et les traditions. Cela nous pousse à regarder sous la surface, sous les sédiments de l'histoire officielle, pour y trouver les strates oubliées de notre passé. Et peut-être que ce que nous découvrirons alors changera tout. Peut-être apprendrons-nous que notre histoire n'est qu'une petite partie d'un récit beaucoup plus vaste, qui s'étend bien au-delà de notre mémoire actuelle. Peut-être réaliserons-nous que ce que nous considérons comme la civilisation n'est qu'un épisode parmi d'autres. Et peut-être comprendrons-nous enfin que notre passé n'est pas derrière nous, mais sous nos pieds, endormi, attendant d'être réveillé. C'est vers cette idée que nous conduit notre exploration finale. Car si notre histoire a été effacée, manipulée, reconstruite, elle n'a jamais complètement disparu. Elle sommeille encore, cachée dans les profondeurs de la terre, prête à émerger à nouveau. C'est là, dans ce sol que nous foulons chaque jour, sans le savoir, que se trouve le dernier chapitre de notre voyage.
l'histoire qui sommeille sous nos pieds. Sous la surface tranquille de notre monde moderne, dissimulée sous les rues de pavés, les champs labourés et les forêts silencieuses, se trouve une autre terre. C'est une terre ancienne, faite de strates superposées de mémoires, de ruines oubliées, de traces d'âges révolus. Chaque centimètre de sol est un livre enfoui, chaque couche une page que l'humanité a écrite puis recouverte. Nous marchons sur un palimpseste, sur un manuscrit gigantesque où se mêlent les restes d'empires disparus, les cicatrices de cataclysmes anciens, les secrets de mondes que nous n'avons jamais connus. L'histoire ne flotte pas seulement dans les archives ou les musées, elle dort, littéralement, sous nos pieds. Partout sur la planète, l'archéologie révèle que notre sol est un immense cimetière de civilisation. Sous les grandes métropoles modernes reposent les vestiges d'anciennes cités, parfois si nombreuses qu'elles forment des couches successives d'occupation humaine. Sous Rome dorment les ruines d'une Rome plus ancienne, et sous celle-ci, celles de villages étrusques et latins encore plus anciens. Sous Londres gisent les vestiges de Londinium, la colonie romaine, et sous elle, les traces de communautés celtes oubliées. Même sous les vastes mégapoles d'Asie, de simples fouilles mettent au jour des palais, des temples, des marchés vieux de plusieurs millénaires. Notre présent n'est construit que sur les ruines du passé, souvent littéralement. Mais ce que nous avons découvert jusqu'à présent n'est peut-être qu'une fraction minuscule de ce qui sommeille encore. Selon les estimations de nombreux archéologues, moins de 5% des vestiges archéologiques de la Terre ont été mis au jour. Le reste demeure enfoui sous les couches de sédiments, sous les forêts, sous les déserts, sous les mers. Dans certains cas, ces couches ne sont qu'à quelques mètres sous nos pieds. Dans d'autres, elles se trouvent à des dizaines de mètres de profondeur, scellées par des millénaires de dépôts. Chacune d'elles contient des indices d'un passé oublié. Des fragments d'objets, des structures, des ossements, parfois même des bibliothèques entières de tablettes ou de manuscrits pétrifiés. Cette immensité enfouie est un rappel troublant. Notre connaissance du passé est incroyablement partielle. Nous construisons notre compréhension de l'histoire sur les rares éléments que nous avons découverts, comme si nous jugions un livre entier d'après quelques pages déchirées. Combien d'événements, combien de cultures, combien d'êtres humains ont disparu sans laisser de traces visibles? Combien de savoirs reposent encore sous la terre, attendant que nous les découvrions? Chaque fouille est une fenêtre sur ce qui fut, mais aussi un rappel de tout ce qui demeure caché. Certaines découvertes récentes suggèrent que ce qui est enfoui pourrait bouleverser notre vision de l'histoire. En Turquie, les fouilles de Göbekli Tepe ont révélé un complexe monumental construit plusieurs millénaires avant l'apparition supposée des premières civilisations. Sous les sables d'Égypte, des scanners ont détecté des structures encore inexplorées autour du plateau de Gizeh, peut-être aussi anciennes que les pyramides elles-mêmes. Dans les jungles du Guatemala, la technologie LIDAR a permis de cartographier des dizaines de cités mayas jusque-là inconnues, révélant l'existence d'un réseau urbain bien plus vaste que tout ce que l'on imaginait. Sous les plaines d'Europe de l'Est, des géoradars ont identifié des mégastructures datant d'époques préhistoriques dont on ignorait tout. Ces découvertes ne sont probablement que le début. Le sol n'est pas seulement un réservoir de ruines, il est aussi un gardien de mémoire naturelle. Dans ces couches se trouvent les traces de catastrophes planétaires, de changements climatiques, d'extinctions massives. Les dépôts de cendres volcaniques racontent dans des histoires d'éruptions apocalyptiques. Les sédiments marins témoignent des montées et des chutes du niveau des mers. Les pollens fossiles révèlent des transformations de paysages qui ont accompagné des bouleversements civilisationnels. Lire la Terre, c'est lire l'histoire non seulement de l'homme, mais de la planète elle-même. Il était possible que certaines de ces couches renferment les preuves d'événements dont nous n'avons aucune conscience. Peut-être des civilisations très anciennes, antérieures à tout ce que nous connaissons, ont-elles laissé des traces enfouies si profondément qu'elles sont encore invisibles à nos outils. Peut-être des cataclysmes inconnus ont-ils effacé des pages entières de notre passé, ne laissant que des indices minéraux ou biologiques. Peut-être même que l'humanité a déjà connu plusieurs cycles d'essor et d'effondrement, dont seuls quelques fragments subsistent, perdus dans les profondeurs du temps. La perspective de ce passé enfoui nous oblige à repenser notre rapport à l'histoire. Nous la considérons souvent comme un récit figé, déjà écrit, qu'il suffirait de lire. Mais en réalité, elle est vivante, incomplète, pleine de silence et de zones d'ombre. Chaque fouille, chaque découverte, chaque objet exhumé a le pouvoir de réécrire ce que nous pensions savoir. L'histoire n'est pas derrière nous.
Elle se déroule encore, lentement, sous nos pieds. Et dans ce sol, il n'y a pas que des vestiges matériels. Il y a aussi les traces immatérielles de ce que nous avons oublié. Des croyances, des traditions, des langages, des idées. Certaines d'entre elles ressurgissent parfois comme des échos du passé qui remontent à la surface. Elles apparaissent dans des mythes, dans des intuitions collectives, dans des rêves. Elles nous rappellent, Marcelo, que le passé n'est jamais complètement mort. Il continue de vivre en nous de manière souterraine comme une rivière invisible qui alimente nos pensées et nos imaginaires. Peut-être est-ce là la leçon ultime de cette exploration. Notre histoire n'est pas un récit clos, mais un mystère en cours. Nous avons effleuré à peine sa surface. Nous avons bâti notre identité sur quelques fragments, ignorant l'immensité qui se cache en dessous. Mais cette ignorance n'est pas une faiblesse, elle est une invitation. Elle nous pousse à creuser plus profondément, à questionner plus radicalement, à regarder au-delà des certitudes. Car, sous nos pieds, sommeillent des vérités qui pourraient changer tout ce que nous croyons savoir. Elles pourraient bouleverser nos chronologies, renverser nos récits, élargir notre compréhension de ce que signifie être humain. Elles pourraient nous montrer que nous ne sommes pas les premiers, que d'autres avant nous ont bâti, aimé, combattu, découvert, et elles pourraient nous rappeler que nous ne serons pas les derniers, que d'autres viendront après nous, qui fouilleront avant nos propres ruines et se poseront les mêmes questions. Ainsi s'achève ce voyage à travers les ombres de notre passé. Nous avons suivi les traces effacées, écouté les voix réduites au silence, exploré les secrets engloutis, questionné les récits imposés. Et tout cela nous conduit à une seule conclusion. Notre histoire est infiniment plus vaste, plus ancienne et plus mystérieuse que nous ne pouvons l'imaginer. Elle ne se lit pas seulement dans les livres, mais dans la pierre, dans la mer, dans le ciel et dans la terre. Elle ne s'écrit pas seulement dans les mots, mais dans les silences, les absences, les cicatrices. Elle ne se trouve pas seulement derrière nous, mais sous nos pas, attendant patiemment d'être redécouverte. Et peut-être est-ce là, dans ce sol silencieux et patient, que réside la plus grande des vérités. L'histoire de l'humanité n'est pas terminée. Elle sommeille, elle nous observe. Et un jour, lorsque nous serons prêts à la recevoir, elle se révélera dans toute son ampleur, non pas comme un récit clos, mais comme un miroir reflétant ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous pourrions encore devenir.